La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui revient de loin, de loin, de loin. Coucou les gens, vous souvenez-vous de cette douce époque où nous faisions un enregistrement par mois, où nous publions 2 émissions par mois, voire plus, car nous arrivions à faire des splash pages régulières, des hors-séries. C'était le bon temps, ce doux temps où nous pouvions nous serrer dans les bras pour nous féliciter d'avoir fait un enregistrement de qualité. Ce temps est malheureusement presque révolu, ça fait longtemps que nous n'avons pas publié, même si on a réussi à faire quelques petites émissions entre-temps. Je suis One A Pied, vous écoutez le One A Club, une émission de la Voix des Bulles, où on va vous parler de bandes dessinées. Et cette fois-ci, nous allons chroniquer 8 bandes dessinées, et pas des moindres. Et pour en parler, je vais être accompagné de personnes fantastiques. Comme vous pouvez le voir, à ma gauche, vous avez Thio, voilà, dont je n'ai pas mis la caméra, car je ne peux pas mettre la caméra pour ceux qui nous regardent en vidéo. Juste sous moi, c'est Isaac, voilà. Et sur le côté, là, dans l'angle, c'est Guillaume. Bonjour Mathieu, de ce côté, oui, c'est là. Bonjour, donc je suis chroniqueur. Voilà. Je chronique régulièrement depuis environ 5-6 ans à peu près. Ça fait tellement longtemps qu'on le fait plus qu'on a oublié. Toi, ça fait presque 10 ans en fait, un plus. Isaac, bonjour. Faire connaître ta douce voix. Hello, hello. Voilà. On dirait un Muppet quand même, le dessin que mon frère a fait de toi. Et ensuite, Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut. Qui nous rejoint pour de vrai officiellement dans l'équipe de chroniqueurs. Guillaume de la Bédérie, c'est son nom de famille. Qui a droit à un superbe avatar qui est l'icône de la librairie BD dans laquelle il travaille et qui a été fait par un petit auteur fort méconnu qui s'appelle Didier Tarquin, un truc dans le genre. Voilà. On parlera peut-être un peu de lui dans pas longtemps d'ailleurs. Au programme de cette émission, nous allons commencer par 2-3 trucs qu'on a trouvés sur le net. Puis nous lancerons enfin nos chroniques que tout le monde adore car elles durent très longtemps. Nous commencerons par les Nymphéens Noirs, suivis par les Omniscients, le tome 1, les Artilleuses, le tome 1, Magical Girl Holy Shit, le tome 2, Octofight et tome 1, 2, 3, parce qu'on fait pas les choses à moitié, les Crocs, tome 2 et tome 3, suivi des Veilleurs de Brume, le tome 3, et suivi de Aslak, le numéro 6. Et ensuite, nous irons jeter un petit œil sur des choses qui sont loin de la bande dessinée, en vous parlant de quelque chose qui s'est achevé après 30 ans. Oui, 30 ans pour finir cette histoire-là. Ce sont les mystérieuses cités d'or. Voilà. Sur ce, je crois que nous allons pouvoir tout de suite commencer notre rubrique sur le net. Et un jour, j'aurai le temps de refaire des jingles. Online. Je vais commencer par vous parler des BD Bills. Mais que sont donc les BD Bills ? Les BD Bills, eh bien, je vais vous expliquer. Ce sont un délire d'Obion. Obion, si vous le connaissez, c'est un auteur de bande dessinée qui a fait plein de choses dans des genres très différents, qui un jour s'est commencé à se faire des délires en reprenant les cartes des Krados. Alors si vous avez notre âge, c'est-à-dire que vous êtes presque vieux, vous connaissez un peu les Krados. Et les Krados, c'était des sortes de bonhommes un peu gore, toujours des trucs un peu trash, et on adorait ça quand on était gosse forcément. Et c'était, ça peu de gens le savaient, co-créé par Art Spiegelman, un petit auteur de BD qui s'est vaguement fait connaître avec une BD qui s'appelle Mouse, un truc pas terrible. Et Obion s'est lancé l'idée de faire un délire en reprenant des auteurs de BD. Il a commencé à faire ça juste pour délirer, parce qu'il devait s'emmerder pendant le confinement, j'en sais rien. Et donc il nous a fait Alejandro J'adore le ski, Claire Brecce, Hugo Prout, plein d'auteurs plus ou moins connus, qui partent dans tous les sens. Et pour fêter ça, il a lancé un Ulule. Alors le Ulule, il finit dans 4 jours au moment où on enregistre, donc il y a peu de chances que vous puissiez y participer, sauf si vous écoutez en live, et dans ce cas-là, vous êtes quelqu'un de qualité. Il a actuellement 666 contributeurs. Tadam ! C'est un truc de fou. Et il vous permet d'avoir l'album avec les cartes à collectionner. Et ils ont débloqué déjà des tonnes de trucs. Par exemple, la carte Guillaume Banco est une carte à gratter pour de vrai. Et s'ils atteignent les 600%, il y aura une carte Guillaume Banco gagnante.
Voilà, c'est que des conneries. Donc il y a des cartes fluorescentes qu'il va y avoir. Il y a des auteurs de BD qui vont participer pour ajouter des conneries au milieu, comme Lewis Trondheim, Mathilde Domecq, Boulet, Lisa Mandel, Thébault, Nicolas Keramidas, en dédicace demain à la BDRI, et Terreur Graphique, Emma Esther, donc des petits auteurs, quoi. Bref, c'est un super projet. Et si vous voulez quand même voir ça, parce que c'est drôle, vous allez sur le compte Instagram d'Aubion et vous pourrez un peu regarder toutes ces jolies choses. Thio, tu voulais nous parler de l'Enfeuse de Troie, l'épopée audio? L'Enfeuse de Troie, l'épopée audio, tout à fait. Alors là aussi, c'est un financement participatif donc sur Ulule, qui est fait en fait donc par Blind, qui propose en fait de mettre les 8 tomes de l'Enfeust en audio. Donc avec Christophe Arleston qui va donc retravailler un petit peu le script, l'adapter, et avec donc des vrais acteurs qui vont jouer chaque rôle. Donc il y a une sorte de guest star quand même qui sera le narrateur, c'est quand même Gérard Darmon, après d'autres acteurs qui sont un petit peu moins connus. J'en ai juste reconnu un seul, que j'ai déjà dû voir dans une ou deux séries. Ah bah il y a Donald Renew, voilà. Donald Renew, c'est une voix assez connue, c'est Spider-Man. Voilà. Alors moi c'était plutôt Jacques Chambon, celui qui jouait Nicolette, parce que c'est Merlin en fait, dans Camelot. Ouais, donc... Voilà. Après la voix de Frédéric Soutrel, lui j'ai dû l'entendre en jouant à God of War, mais après, voilà, c'est tout. Enfin bon, donc... plein d'acteurs en fait qui vont jouer les différents rôles donc des protagonistes de Landfest, et voilà, vous pouvez avoir donc les livres en audio. Donc un tome ça fera à peu près 45 minutes. Pour 15 €, vous avez la série audio complète de Landfest de 3. Si vous voulez, pour 30 €, vous avez en plus des petites cartes histoire qui seront dessinées pour justement vous permettre de mieux vous situer dans l'histoire, ou même le faire par rapport à une carte qui sera devant vous. De loin on dirait des cartes C'est un magiques. projet de jeu. Ouais, de loin, on dirait des cartes magiques. Et j'ai même vu du coup qu'il y a la carte de Christophe Arleston, mais je sais pas si ce sera une vraie, tu vois. Peut-être qu'elle a un pouvoir magique, celle-là. Tu peux avoir un masque de nuit et bus, c'est ça, j'aime beaucoup l'idée. Oui, c'est pour du coup écouter encore plus attentivement le livre audio, pour te mettre vraiment dans les conditions. Alors du coup, en plus, ils ont quand même aussi un projet pour être adapté, voilà, pour les personnes qui ont des 10, donc et faciliter vraiment l'accès à la BD. Donc là, ils font Landfest au début, mais ils ont comme projet de faire donc beaucoup plus de bandes dessinées plus tard. Ouais, c'est une tentative d'adapter le livre audio à la bande dessinée, qui est plutôt pas mal, c'est intéressant, et ça permet aux non-voyants et aux malvoyants de pouvoir profiter des histoires qui parfois sont bien supérieures au scénario. Au dessin, pardon. Et en plus, ils sont en train de faire aussi leur propre logiciel de diffusion, leur propre application aussi. Ça, c'est un peu la guéguerre. Par la même occasion. Qui va y avoir en ce moment. Oui, les livres audio ont ont un peu moins cartonné, il me semble, parce que les gens prenaient moins les transports ces derniers temps. Mais voilà. Donc ok, Blind Edition de l'Enfeust en audio, ça peut être assez intéressant. Il vous reste 37 jours, hein, donc là on est à 7% sur 30 000 €. Donc voilà, au jour de l'enregistrement, donc il y a des chances que quand ce sera publié, il y a quelqu'un qui est en train de manger des chips, là j'ai l'impression à côté, qui fait des crac. Des cahuètes peut-être. Ouais, des cahuètes, je sais pas. Non. Ah, il va nous dire ce qu'il est en train de manger. Ouais. Ah non, je mange rien. Je pense que d'accord. c'était encore mon machin qui gratouille sur ma veste. Ton machin qui gratouille sur ta veste. C'est intéressant. Tu es content de nous voir ou t'as un lapin sous le manteau? Je vous laisse avoir des images tout seul. Lapin ou pas lapin. Moi, je vais vous parler de BD. BD, c'était un projet qui a été co-lancé par Thomas Astruc. Thomas Astruc, qui est le co-créateur de Miraculous, Ladybug et Chat Noir. Un dessin animé qui cartonne pas mal auprès des plus jeunes. Voilà. Qui s'amuse à mélanger les Magical Girls, mais on va reparler de Magical Girls tout à l'heure, et les super-héros. De façon assez... plutôt bien foutu pour un mot dessin animé. Alors on n'est pas purement le public, mais il se permet, on voit que ça reste fait par des gens de notre génération, et il y a parfois des clins d'œil, des trucs assez rigolos. Ça se laisse regarder, on va dire. Même sans les clins d'œil, c'est quand même plutôt fun. Oui, c'est bien foutu. Non, puis ils ont fait un petit animé qui est un peu plus long, où ils vont à New York, et qui est pas mal du tout quand même.
Ouais, non, Ils croisent franchement. des super-héros américains, donc c'est bien quand même. Bref, Thomas Astruc a voulu lancer une plateforme de BD en ligne. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, avec quelque chose qui voulait mettre les auteurs au cœur de la plateforme, avec par exemple des droits numériques qui n'étaient pas cédés à vie à l'éditeur, donc qui propose la BD en ligne, avec quelque chose qui était vraiment tourné autour de l'auteur. Mais j'en avais déjà parlé. De ce que j'avais vu au début, il manquait un petit peu de la guest star, quoi. Le truc qui te donne envie de te lancer sur la plateforme et d'y jeter un œil. Apparemment, mes premières impressions n'ont pas été trop dénotées. Ils ont pas mal changé la plateforme. Et maintenant, c'est devenu une plateforme un peu plus mixte, où ils mêlent déjà plus de choses classiques. Donc on retrouve du genre du Emmanuel Guibert, des choses d'éditeurs. En fait, ils deviennent diffuseurs de BD numériques. En plus de permettre aux auteurs de proposer leur propre BD dessus. Alors je trouve qu'on perd un peu de l'intérêt qu'il y avait à avoir une plateforme, on va dire, que d'amateurs, c'est-à-dire ou d'amateurs éclairés, qui pour le coup sont noyés derrière les grands auteurs. Mais ils ont augmenté aussi un petit peu le côté éditorial, et ils essayent de mettre en avant des choses qui sont faites par des auteurs un peu plus locaux et totalement indépendants. Donc c'est intéressant de voir comment ça a évolué. Maintenant, est-ce que ce modèle va permettre à BD de survivre? Je suis pas sûr. Je demande qu'à voir. Allez, petit avantage, ils commencent à lancer des liseuses en couleur. Donc peut-être que la BD en numérique a des chances de réussir un peu plus, quoi. Voilà, il y a une liseuse en couleur qui est disponible à la Fnac, mais qui est toute petite, ridicule. Donc Oui, c'est pas fantastique. J'ai regardé pour dire de la BD, mais c'est un bon début. Donc peut-être que des formats plus grands sortiront et qu'on pourra bientôt vraiment lire de la BD sur un écran qui te tue pas les yeux au bout de 2 heures. Allez, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est une bande dessinée dessinée par Casgrain, scénarisée par Fred Duval, d'après une histoire de Monsieur Bussy. Les Naféras Noires. Naféras Noires qui commence par une préface de l'auteur qui dit tout le monde disait que c'était inadaptable, je pensais que c'était inadaptable. Et ça a été adapté. Tizak, que peux-tu nous dire de cette bande dessinée? Déjà, commence par nous dire, as-tu lu le roman? Alors, justement, c'est pas tout à fait par là que je voulais commencer, mais non. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Parce qu'effectivement, le bouquin de Michel Bussy, qui est sorti... alors déjà, nous, on n'est pas en avance, parce que la BD est sortie il y a 2 ans, le roman de Michel Bussy est sorti en 2011, et, donc Polar qui a été multiplement récompensé. Donc on n'est quand même pas sur du tout frais, mais peu importe. Ça a trouvé son public et ça a bien fonctionné. Donc là, on partait déjà sur un scénario qui était bien chiadé, ça a bien plu. On peut considérer quand même que le scénario du roman était bien ficelé, surtout pour un polar, c'est assez important. Et donc effectivement, on a une intrigue policière. Alors on est dans l'illusion, des jeux de miroir, des indices, des pistes qui se brouillent les unes les autres et qui s'entremêlent. On est à Giverny, il y a un meurtre, 2 meurtres, plusieurs meurtres. On est dans la patrie de Claude Monet, et donc ça a fait le régal du dessinateur Didier Casgrain. Au cœur de cette intrigue, il y a 3 femmes. On commence par une fillette de 11 ans qui est extrêmement douée par la peinture. On a également une institutrice extrêmement séduisante qui va mettre à mal les sentiments d'un inspecteur, et une vieille femme aux yeux de hibou qui voit tout, qui sait tout, qui est l'espèce en haut de sa tour et qui observe tout ce qui peut se passer. Et puis, au milieu de tout ça, donc, on a une passion dévastatrice et donc des morts. Il y a quand même, puisqu'on est chez Monet, des histoires de toiles de nymphéas perdues, et notamment la fameuse toile des nymphéas noirs, perdues, volées. À quel moment, dans le passé, dans le présent, tout ça se mélange. Voire qui n'a jamais existé. Il y a une sorte de doute sur le fait qu'elle ait même existé. Exactement. Donc on est dans une intrigue extrêmement bien pensée, extrêmement bien ficelée. Voilà pour le pitch. En ce qui concerne la réalisation... Commence par nous parler du dessin, je pense.
Voilà. Alors, pour moi, le dessin, pour être très honnête, je n'étais pas du tout au courant de l'existence du roman de Michel Bussy, à mon grand désarroi. Et le dessin, clairement, déjà de la couverture, m'a bluffé. Et je trouve qu'il est en parfaite adéquation avec la thématique des nymphéas de Monet. C'est parce que t'aimes bien les reflets. On a fait un petit constat avec Mathieu. T'aimes bien les reflets. D'accord. Ouais. Si vous voulez, les gars. On y reviendra plus tard, tu vas voir. Faudra expliciter, mais pourquoi pas. Toujours est-il que voilà, le travail de Casgrain là-dessus est vraiment exceptionnel et se marie parfaitement à l'ambiance, au lieu, aux couleurs. C'est génial. Et ça vient en contrepoint, je vais pas dire total, mais pas loin, d'un polar et d'un roman noir. Donc ça accentue à certains moments les fausses pistes, on va dire. Voilà, quand vous êtes dans une ambiance de meurtre, dans une ambiance de doute et de suspicion permanente, naviguer au milieu de ces jolis petits reflets, de ces jolies petites couleurs parfois chatoyantes, cette jolie petite lumière, ces ombres, etc. Enfin, c'est parfois un petit peu déroutant. Mais ça fonctionne parfaitement bien, encore une fois. La référence à Monet est parfaitement bien rendue. Après, au niveau du scénario, comme tu le disais, ça a été réputé pour être inadaptable. Ce que je comprends quand tu lis la fin. Hein. Ce que tu ne comprends que quand tu as lu la fin. Exactement. J'ai du coup plus envie de lire le roman que de relire la BD. J'ai envie de feuilleter la BD pour revoir les planches, pour me replonger dans l'ambiance et pour le dessin et les couleurs qui ont été utilisées, mais pas forcément pour le scénario, parce que pour le coup, je sens une plus grande richesse potentielle dans le roman, et donc je foncerai de pied ferme pour me le procurer, parce qu'effectivement, ce qui en est proposé dans ce bouquin, qui fait quand même à peu près 130 pages, à certains moments me laisse un petit peu sur ma faim. Voilà. Je sens qu'il y a un peu plus, je sens qu'il y a un peu mieux, je sens qu'il y a un manque de temps et de planches et d'espace disponible pour créer une ambiance un petit peu plus pesante, un petit peu plus lourde. Voilà. De temps en temps, j'ai trouvé qu'on restait un petit peu trop gentillé pour un polar. Mais par contre, la trame scénaristique, elle, reste très très bonne. Et donc, ça m'a vraiment donné envie d'aller taper dans le roman. Mon cher Thio, tu l'as lu toi aussi? Alors je l'ai lu. Moi, j'ai pas tapé dans le roman. Hein. J'ai pas eu envie non plus d'aller le taper. Je veux dire, rien de tout ça. C'était quelqu'un de bon. Ça va être, on va dire ça. Alors l'avantage, voilà, c'est qu'au départ, moi, je savais pas que le bouquin n'était pas adaptable. Hein, donc du coup, j'ai pas été. Tu lis pas les préfaces? Très rarement. Enfin, je les lis souvent après. Parce que je trouve que des fois, elle te dévoile des choses qui sont peut-être pas très intéressantes à connaître avant d'avoir lu le truc. Ouais. Donc du coup, j'ai lu le bouquin, voilà, et donc j'ai lu la préface ensuite de Michel Bussy. Et moi, je suis resté sur le cul. Le scénario m'a scotché, quoi. Et à la fin, j'ai fait « Oh putain, c'est trop fort !» Voilà. C'est exactement, voilà, je vous ai remis ça exactement dans les mots, dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. J'ai dit « Merde !» Je trouve que c'était absolument génial. En plus, le dessin de Casgrain et la couleur qu'il a mis dans le bouquin, je me suis proprement régalé. Moi, j'ai retrouvé un peu dans le dessin ce côté un peu de ce que j'appelle cette école espagnole, qui arrive à avoir un trait semi-réaliste, qui permet d'avoir des personnages qui restent très identifiables, tout en ayant un côté réaliste. Et franchement... voilà, c'est superbe. Dès l'intro, il nous prend un peu de travers. C'est-à-dire qu'il y a un narrateur et il y a un petit twist mineur, mais sur le narrateur. Ça commence tout de suite comme ça. Puis l'intrigue démarre. On est sur du polar. Tu disais, Tic, que tu trouvais que ça manquait de noirceur. Alors moi, au contraire, je trouve que qu'il se passe des choses noires dans un endroit qui soit si paradisiaque, hein, parce que c'est un peu l'idée. C'est superbe et c'est superbement représenté. En plus, il m'arrivait quelque chose d'horrible. C'est que il me restait 10 pages à lire au moment où mon bus s'est arrêté.
et que j'ai commencé à me rendre compte du génie de cette intrigue et de cette histoire, où j'ai retrouvé vous voyez, on parle du polar à la Agatha Christie, où à la fin, tu fais « Wow, putain, mais pourquoi j'y ai pas pensé ?» Parce que c'est bien écrit, qu'il y a des fausses pistes, que ça fait partie du jeu de l'écrivain, mais que tout s'emboîte tellement bien, en définitive, que voilà. Et effectivement, à la fin du bouquin, tu te dis « Putain, il faudrait que je le relise pour voir à quel point l'adaptation est vraiment réussie, pour que toutes ces petites choses que je n'ai pas vues, ou qui étaient montrées, mais auxquelles je n'ai pas fait attention, où je me suis dit, ouais, ça doit pas être grand-chose, ah, il y a un truc bizarre, etc., prennent du sens. Et je pense que c'est un polar, surtout dans cette construction en images, parce que oui, c'était inadaptable, je pense, dans l'idée, parce que les images auraient pu trahir beaucoup de choses de la narration. Et voilà, c'est super réussi. Je suis tombé dans le panneau, mais comme une merde. J'ai retrouvé les grands bonheurs des découvertes de la fin des Petits Nègres, tu vois, quand tu restes sur le cul à la fin parce que tu t'y attendais pas du tout. C'est le même genre d'effet que ça te donne. Voilà. Ben voilà. Alors, je veux pas que vous m'ayez mal compris, hein. Je me suis régalé en le lisant. C'est juste que quand on t'explique que c'était inadaptable et tout ça, tu supposes que le roman est meilleur. Donc, quand tu te prends autant de plaisir à lire ce bouquin, tu supposes que le roman est un cran au-dessus et que toutes ces petites zones où tu aurais aimé connaître un petit peu mieux tel personnage ou avoir un peu plus de profondeur ou de temps pour poser des choses, là, dans le roman, généralement, tu as plus de temps pour tout ça, plus d'espace. Et bon, ben voilà, c'est pour ça que j'ai très envie d'aller lire le roman. Ça n'enlève strictement rien au travail réalisé dans la bande dessinée. Hein. Moi, j'y aurais mis un coup de cœur. Maintenant, je sais pas si toi, t'avais peut-être plus d'attentes, parce que c'est l'impression que ça m'a donné, et si tu me rejoindrais, mais en tout cas, voilà, je te donne... Si vous êtes deux, je peux faire le troisième sans problème. Non, mais on te demande pas de te forcer à faire le coup de cœur. Tu le mets où tu le mets. Je ne force pas de tout, mais par contre, je veux pas être celui qui l'empêche. La différence est là. C'est parce que j'ai passé un très bon moment, mais comme je te disais, le côté... ouais, j'en attendais peut-être un poil plus, parce que le scénario est très très bon, la gestion de la temporalité, la gestion des différentes époques et tout ça, c'est génial. Et justement, j'ai envie d'en avoir un petit peu plus. Mais ça m'enlève encore une fois rien à cette BD. Ça fait un peu petit joueur, mais d'accord. Allez, on lui met le coup de cœur, voilà, vu que tu l'as concédé. Guillaume, tu n'as pas ton avis à donner car tu ne l'as pas lu, mais tu comprendras il faut le lire. Et on va soudainement... Ceci étant dit, tu l'avais peut-être feuilleté en boutique, non ? Oui, j'ai feuilleté un petit peu, mais après, je me suis concentré sur d'autres choses parce que il a pas eu besoin de moi en fait. Ce bouquin, d'Ali est tombée amoureuse il y a longtemps et voilà quoi. Donc le bouquin en lui-même n'a pas eu besoin de moi. Je me suis juste occupé je me suis juste contenté de faire confiance au pitch de Dali et voilà. Et puis mais bon, faut que je le lise. On est d'accord. C'est sur la pile des à lire, tu vois, qui maintenant est plus haute que ma maison et qui, pour faire écho à une discussion que j'ai eue avec un confrère libraire, en fait, sera vraisemblablement plus haute qu'un immeuble quand j'arriverai à la retraite. Et peut-être qu'à la retraite, j'aurai le temps de lire ce qu'il y a sur ma pile à lire. Je te le souhaite. J'en profite pour dire un bonsoir à Chevonne qui nous rejoint ce soir et dont nous reciterons le nom tout à l'heure car elle a une place spéciale dans nos cœurs. Bravo. Bah oui, c'est comme ça. On passe tout de suite à la suite et bonjour Evelyne aussi. Coucou Eve. Alors, juste quand même pour te placer le truc, c'est quand même que donc du coup tu as fait un coup de cœur à 2 personnes. Voilà. Mais il n'y a aucun problème pour moi. De quoi ? J'ai fait un coup de Tu n'as cœur. pas demandé mon avis en fait. Hein. Oh putain, c'est... Voilà, t'as dit Guillaume, toi t'as pas le droit de donner ton avis parce que tu l'as pas lu. Putain, mais je pensais que... Non, je pensais que tu l'avais donné, je suis désolé, j'ai pas l'habitude qu'on soit autant. Donc... Tu l'aurais donné ou pas ? Dis-moi, vas-y, à vous. Bien sûr. Voilà. Ah non, parce que je te connais. Juste pour faire chier, t'aurais pu dire, eh ben non. Voilà. Non, mais le bouquin m'a beaucoup plu, mais par contre ton attitude pas du tout, donc je vais pas mettre de coup de cœur. Bon. Allez, Guillaume. Croustillant. Guillaume, baptême du feu. Tu vas nous parler des Omniscients.
Les Omniscients, une bande dessinée de Dugommier et Renata Castellani au Lombard à 12,45 €. Mais de quoi donc que ça nous parle que les Omniscients? Alors, déjà, pour resituer un petit peu, Dugommier, c'est le scénariste qui a aussi fait Les Enfants de la Résistance, qui est une autre série jeunesse très très bien et très appréciée, parce qu'elle est pile poil adaptée pour la jeunesse, que ça parle de choses intéressantes au niveau de la résistance. Et enfin voilà, donc c'est un gros coup de cœur à la BDRI, un gros coup de cœur de beaucoup de personnes. Et donc quand j'ai vu les Omniscients arriver, je me suis dit tiens, ça peut être sympa, on va voir ça donne quand on le lit dans autre chose, puisque moi je le connaissais que là-dedans. Et écoute, donc pas déçu. Au contraire, moi j'ai bien apprécié. Alors les Omniscients, c'est quoi? C'est des gamins en fait. On commence avec une jeune fille qui a pas forcément la vie hyper facile puisqu'elle s'occupe de son père et de sa sœur. Et puis voilà, ce matin-là, un énorme mal au crâne, un bruit façon marteau-piqueur, mais pas à travers le double vitrage, juste à côté de l'oreille, tu vois. Et enfin, c'est l'horreur, quoi. Et puis là, très rapidement, un gros coup de stress et de panique, puisque en fait, elle sait répondre à des questions auxquelles elle ne savait pas répondre la veille. Et très rapidement, le problème s'amplifie puisqu'elle se rend compte qu'en fait, elle sait tout sur tout. Et bon, allez, on fait profil bas, on passe à autre chose parce que Même sur les choses qu'on raconte pas aux enfants? tout sur tout. Elle sait même quand est-ce que t'es allé faire caca la dernière fois. Ah ouais, Voilà. à ce point-là. C'est tout sur tout. C'est la véritable omniscience. Et donc, bon, elle passe à autre chose très rapidement. Nous aussi, puisque le scénariste nous emmène auprès d'un autre gamin qui, lui, découvre ça avec beaucoup plus d'enthousiasme. Mais même schéma, il se réveille, un bruit de marteau-piqueur à côté de l'oreille. Et puis, il se rend compte donc qu'il est devenu omniscient et qu'il sait tout sur tout. Et pour lui, par contre, c'est l'éclate. Et en fait, là, les choses ont commencé à se corser. Quand ils vont voir à la télé une jeune fille en haut d'un immeuble qui menace de se suicider parce que la pauvre a eu un énorme problème. Elle sait tout sur tout et ça la panique complètement et personne ne la croit. Et donc bien sûr, là, l'histoire va commencer. Il faut essayer de retrouver cette demoiselle pour l'aider, pour la rassurer, puisqu'elle n'est pas toute seule. Et bon, en plus, ils sont au total 5 et non pas seulement 3. Et en fait, là, on va se retrouver dans une histoire qui, du coup, très rapidement dans le premier tome, s'étoffe et on se rend compte qu'il va aller bien au-delà d'un simple groupe de gamins qui savent tout sur tout. Parce que, bien sûr, ça va intéresser le FBI, mais pas forcément pour des raisons louables. Ça va intéresser les gars qui rament comme pas possible pour retrouver tous les bouquins pour arriver à constituer une bibliothèque mondiale. Oui, une mystérieuse organisation. Voilà, la mystérieuse organisation. Et donc voilà, un vrai bonheur. Moi, j'ai passé un excellent moment à lire ça parce que voilà, ce que j'ai apprécié, c'est que il nous en donne un petit peu, petit à petit, petit morceau par petit morceau. Il nous laisse le plaisir de découvrir un peu les personnages. Et puis voilà, ce que j'apprécie, c'est que très rapidement, on va au-delà de ça, au-delà d'un simple groupe de gamins qui, eux, s'éclatent total, hein, parce que voilà, quand on est en résidence surveillée avec piscine, c'est la joie. Mais bon, très rapidement, il va se passer d'autres choses. Et enfin voilà, un petit bonheur. Le dessin. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le dessin? Le dessin, ma foi, j'ai envie de dire, c'est pas là-dessus que ça va se faire remarquer le plus, même si le dessin est vraiment sympa, bien propre, correct, juste, enfin assez classique finalement. Pour de la BD jeunesse, ça passe très très bien. Peut-être un petit peu plus avec un côté un petit peu plus moderne qu'un seul, par exemple. Mais enfin. Le dessin fonctionne très bien, les couleurs vont très bien avec le dessin et tout ça fonctionne très très bien avec le scénario. Après pour moi voilà, ça reste assez classique d'un point de vue visuel, même si enfin je donnerais pas un bon point particulier là-dessus parce que voilà, mais en même temps ça mérite pas de dire que c'est mauvais, c'est du bon dessin juste un peu classique quoi.
Oui, c'est efficace. Enfin, ça ressemble vraiment aux critères jeunesse. Tu parlais de seul. On reste quand même sur un peu cette même approche très franco-belge, très propre, une ligne semi-claire qui marche très bien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est simple, basique, classique, efficace. Mais ça fonctionne très très bien. Ça fait le job. Ok, et à côté de ça, justement, une des faiblesses souvent des premiers tomes, c'est qu'ils exposent un peu trop sans aller au fond, et que à la fin tu te dis oui, c'est un bon départ. Tu as trouvé que pour le coup c'était un premier tome qui allait un peu plus loin que ça, c'est ce que tu nous disais? Alors moi je l'ai trouvé efficace parce qu'il expose suffisamment pour qu'on commence à connaître les personnages sans tomber dans les travers du ultra verbeux ou du au contraire j'ai pas la place donc j'en donnerai plus après et où au final tu sais rien. Non, je trouve qu'il a bien dosé. T'es vraiment t'en as suffisamment pour commencer à connaître les personnages et à les apprécier à les apprécier ou non d'ailleurs hein, puisque des fois les personnages sont pas faits pour être appréciés. Et en même temps, bon, tu sens bien qu'il y a moyen d'aller au-delà. Et après, ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau de son scénario, au niveau de son histoire, sans parler des personnages, justement, il commence à donner des indices, et des petits morceaux, des idées pour dire bon, on va aller, on a de la matière, on a de quoi faire une bonne série qui va pas être qui va pas être rébarbative et c'est ça que j'aime bien, c'est que il prend le temps de présenter et d'exposer sans tomber dans le travers de ne faire que ça et du coup on commence à rentrer dans l'action et tout en nous expliquant que ouais mais là c'est que le début, t'inquiète pas, va y en avoir plein d'autres après. Ok, alors Mathieu, tu as toi aussi lu cette bande dessinée. Tout à fait. Et au début, j'y suis allé un peu à reculons. Tu me l'as vendu en mode il faut absolument que tu le lises parce que c'est dans le programme et donc lis-le. Et là, je sais, oh non, franchement, On est j'ai vraiment tout des fini, connards. j'étais à jour. Ouais. Mais je croyais vraiment être à jour en fait. Et donc, du coup, je suis allé un peu. Bon, un peu comme un autre bouquin, mais ce sera dans la deuxième émission. Et finalement, j'ai passé un excellent moment. Euh, Comme je le dirai un peu plus tard, même dans la prochaine chronique, en fait, c'est très très dur de commencer des séries avec. Le tome 1 est toujours compliqué à juger parce que c'est là où tu dois mettre en place le monde, c'est là où tu dois mettre en place tout l'univers et voir exactement tous les tenants, les aboutissants et comment ça fonctionne. Et là, je suis vraiment d'accord avec Guillaume, c'est que la mise en place, elle est ultra rapide, elle est très facile d'accès. Il n'y a pas de, tu comprends tout très vite, même s'ils te le disent pas, on va dire vraiment de manière, je cherche le mot mais je le retrouverai pas. C'est dans le texte quoi. Non, tu comprends tout facilement et c'est ça qui est plaisant. Du coup, les pouvoirs et les différentes intrigues qu'on a dans le bouquin, ça fait un truc qui est dynamique, qui est super agréable à lire. Et je plus sois vraiment parce que j'ai vraiment envie de lire la suite. J'ai un peu eu le même sentiment dans le sens où on voit qu'il y a pas mal de pistes lancées. Alors, on reste quand même sur quelque chose de classique avec à y réfléchir. C'est les enfants qui ont des pouvoirs et que tout le monde veut récupérer pour les exploiter d'une façon ou d'une autre, que ce soit les scientifiques, la secte secrète millénaire et bizarroïde, le FBI, etc. Donc, on reste sur quelque chose de très classique, mais avec une thématique où on n'arrive pas trop à voir les limites des pouvoirs en fait des gamins et ça me fait l'intrigue pour moi est très forte sur qu'est-ce qu'ils vont où ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter pour ça quoi. Comment est-ce qu'ils peuvent changer ce truc-là, comment l'intrigue va évoluer. Je suis vraiment curieux parce que voilà, il y a beaucoup de richesses et je n'ai aucune idée d'où ça peut aller. Même pas la moindre once de supposition sur ce que va pouvoir raconter la suite en fait. Et c'est assez rare en fin de compte que je sois aussi démuni sur une lecture, me dire merde, mais ça va parler de quoi ce truc. Voilà, donc c'est très prometteur, un très bon premier tome. J'ai un peu hâte que la suite soit disponible. Il faudra qu'on le pique à Guillaume ou qu'on l'offre à nos filles, à nos enfants. Voilà. Je pense que, en plus, comme tu dis, c'est vraiment le bouquin jeunesse qui peut vraiment plaire
Moi, je vois avec mon gamin qui est en CE2, et je pense que voilà, c'est vraiment un bouquin qui peut le satisfaire, quoi. Ouais, non, mais c'est le genre de choses qui effectivement peuvent bien fonctionner sur des tranches d'âge assez larges. Dans Euh, votre description, ça m'a fait penser à une BD qu'on avait lue, où justement c'est des gamins qui sont en fuite, qui avaient été capturés dans un centre. Harmonie. Harmonie, exactement. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances dans votre description avec Dans cette BD-là. Harmonie, on est beaucoup plus dans un côté comics pour le coup, avec du super pouvoir et un côté plus super héroïque. Et un dessin qui, pour le coup, sort un peu plus du lot, je trouve. Voilà. Mais Au niveau c'est clair que ça a l'air très différent. voilà. Mais ça reste dans la même approche de la BD jeunesse. Hein. Ce sont les jeunes à pouvoir que tout le monde convoite parce que on veut soit comprendre, soit exploiter ces pouvoirs-là. C'est une ficelle narrative. C'est le caméléon. Enfin, tu vois, on peut aller chercher loin comme ça. Hein. Voilà. Merci. Est-ce que ça mérite un coup de cœur ou pas? Moi, je suis pas convaincu, j'avoue. J'ai trouvé ça très bien, mais je suis curieux de savoir. Disons que c'est le genre de BD, tu peux savoir vraiment si c'est au top qu'à la fin du premier arc, quoi. Mais est-ce que vous l'auriez mis? Moi, non. Oui, toi, Non tu l'as plus. pas lu. Non plus. Bon, Moi, je l'ai déjà mis à la BDRI, donc c'est bon. voilà. Très bien. C'est un peu de la Là, au triche, moins, la ça. BD, tu es tranquille, tu choisis tout seul, en fait, si tu mets un coup de cœur ou pas. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors qu'ici, il C'est faut bon, qu'on ça soit fait, tous Matt, d'accord. qu'on t'a tiré sur le coup. On Tu risquerait vois, d'avoir. typiquement, Magical Girl Holy Shit, il y a un coup de cœur dessus. Eh bien, on y arrive juste après après la chronique suivante. Hein, passons à la chronique suivante. C'est Thio qui va nous parler des Artilleuses, une bande dessinée dessinée par Étienne Willem, scénarisée par Pierre Pével, dans l'univers qu'il a créé, un univers de romans que je ne connais pas du tout, mais j'ai déjà entendu parler de Pierre Pével en tout cas. C'est sorti chez Le Dracon. Paris des Merveilles. Ouais, oui, mais c'est l'univers, mais je crois que les BD ont les romans ont d'autres noms. Le Paris des Merveilles. Ah ouais, ça doit être le Paris des Merveilles, je parie, c'est pas ça? Le Paris des Merveilles, ouais. Exactement. Dis-moi, Je suis renseigné pour Antoine et c'est le Paris des Merveilles. Ouais. Ah ouais, Bon, c'est 14,50€, c'est chez Dracou, et de quoi que ça parle? Le Paris des Merveilles. De quoi que ça parle? Bien. Du Paris des Merveilles. Merci. Vous allez me le redire encore une petite fois au cas où? Ça se passe où d'ailleurs au fait? À Paris, en 1911. Ah, ok. C'est le Paris des Merveilles. Ben voilà. C'est le Paris des Merveilles. Oui, une sorte de Paris un peu féerique. C'est un peu notre Paris en 1911, mais pas vraiment le nôtre. C'est-à-dire qu'on va avoir les Brigades du Tigre. Ah, les Brigades du Tigre et leurs petites moustaches. On va avoir Arsène Lupin aussi. Merci. Oui, enfin, à l'époque, les petites moustaches, c'était pas que eux, mais... Je laisse le silence. Hein. Voilà. Et non, donc, je disais juste que c'était la mode, quoi. Merci. Et donc, du coup, dans ce Paris-là, on a des fées qui vont y vivre, des enchanteurs, des gnomes, même des dragons. Donc, forcément, voilà, c'est pas vraiment notre Paris à nous. Mais la Tour Eiffel est en bois blanc, les Champs-Élysées, quand la nuit tombe, en fait, c'est les feuilles des arbres qui éclairent l'avenue. Voilà, c'est mignon, c'est joli. Et vous avez une ligne de métro qui vous amène à la capitale du monde féerique. Donc, c'est dans ce décor que vont se dérouler donc les artilleuses. Nos artilleuses qui sont en fait donc des braqueuses. Donc elles sont au nombre de 3. Lady Remington, Miss Winchester et Mamselle Gatling. Qui, bon, forcément, avec des prénoms comme ça, elles font un peu parler la poudre. Okay, je vous remercie. Merci. Et donc là, elles font un dernier casse qui s'appelle, donc elles volent en fait une relique qui s'appelle la Sigillaire, et qui va leur valoir d'être pourchassées par les Brigades du Tigre, mais aussi par les services secrets du Kaiser. Pourquoi c'est toujours les méchants, les Allemands? Alors, justement, donc, le passif des auteurs, Étienne Willem, qui a fait Vieille Bruyère et Bas de Soie, Les Ailes du Singe, L'Épée d'Ardenois aussi. Je crois qu'il a fait à peu près tout. Je crois que j'ai dû faire le tour. Ouais, c'est un auteur que j'apprécie quand même beaucoup. D'ailleurs, One Eye aussi, elle aime beaucoup. Oui, j'aime bien. Alors, je suis pas aussi fan que toi, mais j'aime bien ce qu'il fait, oui. Sur Vieille Bruyère et Bas de Soie, j'adore, par exemple. Je suis moins fan sur Ardenois, machin chose, là. Mais oui, c'est... Après, moi, je trouve que c'est le dessin qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est assez rond, qui est vraiment pas mal.
Le scénario, donc, c'est fait par Pierre Pevel. Donc, du coup, Pierre Pevel, qui est l'auteur des romans et donc qui adapte son propre univers en bande dessinée. Et là, du coup, on va se dire quand même, c'est peut-être un petit gage de qualité justement pour un univers quand même qui est très, 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 très complet. Comme je le disais tout à l'heure, Ça sent l'univers créé par un rôliste. Oui, parce qu'il a travaillé sur Nightcrawler. Merci. Non, mais je le savais pas, hein, mais je l'avais deviné. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile en fait de commencer de juger sur un tome 1 et encore plus, je dirais là avec les artilleuses, car c'est un tout petit morceau d'un univers qui est décrit dans plusieurs romans. Donc, l'avantage, c'est que comme je disais, on a un petit gage de qualité, c'est que c'est l'auteur lui-même qui adapte l'histoire dans ce monde-là. Et je trouve voilà, le pari steampunk qu'il te propose, où il y a de la magie, des créatures imaginaires. Ouais, fairypunk même. C'est ouais, fairypunk, mais c'est super tentant, quoi. Je trouve que le monde en lui-même, il te donne trop envie. Mais justement, c'est tellement riche que j'ai l'impression qu'ils ont voulu trop en mettre dans le premier tome. Mais en même temps, je peux pas leur en vouloir parce que l'histoire est prévue pour être une trilogie. Donc, il faut qu'ils en mettent un maximum pour qu'on ait, on va dire, toutes les bases de l'univers. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a tellement en fait que ça part dans tous les sens. Et je trouve que du coup, on y perd un petit peu au niveau de la narration. Au niveau du dessin, par contre, c'est toujours Etienne Williams, je trouve que c'est toujours aussi élégant, c'est joli, c'est très fin. Les personnages sont attachants. J'ai vraiment eu l'impression, quand tu vois les trois braqueuses, d'avoir, comme si tu veux, c'est la petite fiche d'un perso pré-tiré en JDR, avec le physique qui va avec la personnalité du joueur, quoi. Une belle colorisation, c'est pas trop criard, ça fait pas non plus dans les tons sépia pour faire style vintage. Franchement, je trouve que c'est un très très bon bouquin. Peut-être un peu brouillon pour placer le nouvel univers en un seul tome, mais je pense qu'avec la suite, ça devrait être intéressant. Et tout comme Tizak tout à l'heure pour les Nymphéas Noires, ça m'a donné très envie d'aller vers les bouquins de Pierre Pevel pour voir justement l'univers en entier. Guillaume. Et vous en avez pensé quoi? Alors, juste une petite reprise. En fait, c'est pas une adaptation au sens premier du terme parce que c'est une histoire originale, c'était le pari. C'est une histoire qui s'inscrit dans son univers de roman, mais c'est une histoire originale qui n'est pas en roman. Que du coup il adaptera peut-être en roman après, mais à la base, voilà, c'est une histoire originale pour la BD. Après, je vais aller dans ton sens. C'est vrai que j'ai bien aimé. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'univers aussi. Alors, pour moi, le terme que je connaissais, c'était Steam Fantasy, mais bon, ça marche aussi. Fairypunk, j'aime bien. Et j'aime beaucoup ce genre d'univers où on mélange le réel, le techno, la magie, le fantastique. Donc, moi, j'étais à bloc là-dedans. J'ai bien accroché. J'ai eu une petite déception au niveau du dessin, mais c'est dû au fait que quand ils nous ont sorti les plaquettes de présentation, on a eu droit à des super crayonnés des demoiselles, et forcément, ça rend pas du tout la même chose dans l'album. Donc, j'ai été un peu déçu à cause de ça. Mais après voilà, le dessin est bien, il fonctionne bien. C'est du Willem, hein, on va pas tortiller là-dessus pendant 3 ans. Il s'est dessiné, il le fait bien. Enfin moi j'apprécie son dessin aussi d'habitude. J'ai juste eu cette déception à cause de ces foutus crayonnés qu'on voit pas dans l'album. Mais voilà, pour moi c'est une bonne BD. La trilogie, j'avoue que j'avais zappé l'information et pour le coup là de le rapprendre, je trouve ça dommage. Peut-être qu'ils auraient dû en prévoir un petit peu plus justement pour se laisser la place de présenter un peu mieux l'univers pour que ça soit un peu moins chargé sur le premier tome. Après, c'est peut-être une trilogie, histoire de finir l'histoire avec un premier arc et de voir si c'est viable commercialement et de continuer derrière. Hein. Sûrement, mais pour le coup, on a quand même un premier tome qui a un côté un peu fouillis, un peu brouillon. Dans le sens où on a une grosse quantité d'informations à ingurgiter et à traiter. Après, en même temps, j'ai envie de dire, ça va pas si mal avec les personnages qui, en général, font des éclats partout où elles passent. Donc, un album un peu chaotique pour des personnages qui ont tendance à semer le chaos, ça va aussi finalement. Moi, je vous rejoins sur pas mal de points. Par contre, pour le coup, j'ai été déçu par le dessin.
alors que j'apprécie beaucoup le travail d'Étienne Willem en général, je trouve que c'était pas forcément le dessinateur pour cette histoire. Je sais pas, l'univers me plaît beaucoup, mais je trouve que je sais pas, ça sonne faux. Je suis pas sûr que. Enfin, j'aurais peut-être préféré que ce soit dessiné par quelqu'un d'autre, tu vois, c'est du pas de bol, quoi. Alors que j'aime son travail en général. Là, j'ai eu cette déception de me dire. C'est aussi un peu brouillon parce qu'il a son style de dessin et que ça. Il est pas. Il y a beaucoup d'action et j'ai pas l'impression que ce soit un grand dessinateur, un grand narrateur, pas dessinateur, narrateur d'action. Et ça m'a un peu bloqué de ce côté-là. Si vous avez quelque chose à Je redire. rejoins, les scènes statiques sont très jolies et les scènes d'action fonctionnent un petit peu moins bien. Et moi aussi, qui ai bien aimé le dessin dans Vieille Bruyère et Bas de Soie, ici, effectivement, dans les scènes d'action, ça pêche un petit peu. Les visages des personnages sont légèrement déformés, on y perd un petit peu. Et effectivement, c'est un petit peu moins crédible. Bien, eh bien c'était Les Artilleuses, une bande dessinée d'Étienne Willem et Pierre Pével chez Dracou pour 14,50 €. On passe aux choses sérieuses avec Magical Girl Holy Shit de Suryu. Mon cher Guillaume. Donc apparemment, j'ai pas fait l'unanimité avec celui-là. Mais bon. Alors, une Magical Girl, comme je disais, tu ouvres nos horizons. Je pense que tu peux faire l'unanimité aussi, mais contre toi, hein, c'est pas impossible non plus. Hein, Soit. Donc, une Magical Girl, c'est quoi? Quand on se souvient tous de Gigi et de toutes les Magical Girls qu'on a eu depuis qu'on est tout gamin. Et c'est une Chérie Miel. Quoi? Chérie Miel. Oui, ouais, c'est ça. Oui, Creamy, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin, Chérie Miel, c'était une Magical Girl un peu spécifique, mais bon. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une demoiselle en général collégienne ou lycéenne, toute mignonne, bien pensante, très gentille, qui rencontre un être fantastique, soit une fée, soit un chat qui parle, enfin voilà, qui lui apprend que le monde est menacé par une menace terrible, hein, au choix des méchants, des monstres, des aliens, des trucs bizarres. Non, je parle pas de Goldorak. Et qui du coup lui donne un pouvoir pour l'aider à lutter contre l'invasion X ou Y. Donc ça, c'est la recette classique d'une Magical Girl qu'on retrouve sous plein de formes différentes, mais dans à peu près toutes les Magical Girls. Et donc Magical Girl Holy Shit n'y coupe pas. On a bien la charmante demoiselle, sauf qu'elle n'est pas forcément si bien pensante, mais elle est mignonne, hein, elle a une jolie coiffure et tout, donc forcément l'être féerique, quand il la voit, il se dit elle est trop bien, elle est parfaite, elle va pouvoir m'aider à lutter contre l'estremon, parce qu'il est un peu dans l'urgence, le pauvre, il est coursé par un stromon, justement. C'est le vrai nom des créatures. C'est le vrai nom des créatures, hein. C'est pas... Voilà, c'est l'estremon. C'est ça, c'est l'estremon. Et enfin, en tout cas, la traduction française. Et du coup, il dit, c'est trop bien, je vais lui donner les pouvoirs, elle va m'aider à lutter contre l'estremon. Sauf que, en fait, il déchante très très vite, le pauvre, parce que cette charmante demoiselle, sous ses airs absolument angéliques, est en vérité une véritable racaille. Qui a la particularité d'être extrêmement intelligente, donc tous les profs la détestent parce que non content de mal se tenir en cours et de mal suivre les cours, en fait à chaque fois qu'il pose une question, elle a la réponse. Bref, c'est une caricature, de jeune fille au lycée qui fait pas du tout, qui rentre pas du tout dans le moule. Et bien sûr, il est un peu déçu de lui avoir filé les pouvoirs, mais il a pas trop le choix là. Il est obligé de composer avec maintenant. Et donc, elle est pas du tout dans le bain. Elle sait pas du tout son truc. L'estremon, elle leur casse la gueule parce qu'il lui casse les pieds, mais alors sauver le monde, elle en a rien à foutre. Et puis elle est tellement balèze qu'elle leur casse même la gueule sans se transformer, je veux dire. C'est ça. Oui, d'ailleurs, elle est très surprise quand elle apprend qu'elle peut se transformer et qu'elle devient encore plus balèze. Oui, mais donc, bien sûr, tout ça est sujet à... Ne lui plaît que très moyennement, quand même. Comment? Ce qu'elle doit faire pour pouvoir se transformer ne lui plaît que très moyennement, à savoir se foutre à poil. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie du rituel. Ça fait partie du rituel. Et il fait plaisir au fanservice. Enfin, voilà.
On va dire une caricature bien pensante des Magical Girls. Ils se sont amusés avec. Ça fait partie de la collection What the Fuck chez Akata. Oui, Akata, c'est ça. Et donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de prendre quelque chose à contre-pied et de s'amuser avec. Bien sûr, elle va rencontrer d'autres personnages qui sont tout aussi improbables qu'elle, qui ont l'air de correspondre à un archétype, mais qui en fait ne correspondent pas du tout. Et donc voilà quoi, tout est sujet à comique de situation, à blagues débiles, à tenue over décolleté et complètement improbable. C'est à se demander comment il tient ce nœud. Et enfin voilà, c'est la collection What the Fuck. J'aime bien cette collection et j'ai bien aimé Magical Girl Holy Shit. Après, en termes de narration, ma foi, ça a tous les côtés d'un shonen, alors que les Magical Girls sont plutôt à tendance shoujo, donc pas forcément tout dans l'action, mais pas mal Sauf les Sailor Moon. Sauf les Sailor... Non, c'est pas mal dans le sentiment aussi, Sailor Moon, finalement. Oui. Voilà, là on est vraiment dans l'action à outrance, et quand ça castagne, en général les Strumons, ils sont pas juste démolis, ils sont mis en orbite, tu vois, sinon c'est pas drôle. Oui, et puis quand c'est pas les Strumons qu'elle fait saigner, c'est son espèce de précepteur magique, et quand c'est pas lui, c'est ses collègues de classe. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui morfe quand même. Hein. Oui, elle en veut au monde entier, hein. C'est pour ça qu'elle a pas tellement envie de le sauver, donc voilà. C'est après qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Au niveau dessin, pareil, assez classique finalement, mais c'est pas ce qu'on demande au bouquin. En tout cas, moi, c'est pas ce que je lui ai demandé quand je l'ai ouvert. Moi, je voulais me marrer avec des trucs débiles qui n'avaient ni queue ni tête, avec un dessin sympathique et des charmantes jeunes filles pas trop vêtues, et voilà, j'ai eu exactement ce que je voulais, et c'est un coup de cœur à la BDR, comme je disais tout à l'heure, n'en déplaise à certains, et parce que voilà, l'idée, c'est vraiment de s'amuser avec les archétypes et en faire n'importe quoi. Tizak, on va demander ton avis à Tizak, qui, vous l'avez compris depuis le début de cette émission, n'attendait que cet instant où il allait pouvoir cracher sa haine du fait qu'on les forçait à le lire violemment. Vas-y, Tizak. Alors, on ne peut pas tant cracher de haine que ça. Guillaume a extrêmement bien décrit tout ça. C'est simplement que moi, c'est pas ma cam et c'est pas ce qui va m'intéresser. Mais effectivement, on va dire que je vais passer simplement le vieux compte service. C'est plus ce qui m'intéresse, et c'est plus ce qui me fait. C'est trop vieux pour ces conneries. Ouais. Effectivement, ça m'a fait sourire, et j'ai bien vu et tout. Et chaque bouton sur lequel on a appuyé, il est énorme, et il fonctionne très très bien, et c'est très bien réalisé. Et tous les contre-pieds possibles du genre sont utilisés. Tout est extrêmement bien exagéré, donc ça fonctionne très bien. Après, je vois pas bien en quoi ça peut fonctionner sur plusieurs tomes. Ça va forcément être un peu court, ou alors extrêmement répétitif. Et c'est là-dessus, je pense que autant ce premier tome, voilà, vous m'avez un petit peu forcé la main pour le lire, pas dire beaucoup. J'ai quand même pris du plaisir à le lire malgré tout. Par contre, il est hors de question que j'en ouvre un deuxième tome. Voilà, parce que je pense que les ficelles sont là, seront toujours les mêmes. Et comme c'est pas ce que je vais aller rechercher dans une BD, je vais pas aller chercher plus loin. Mais ça, c'est simplement une histoire de goût. Par contre, la réalisation du bouquin et les contre-pieds qui sont pris et le côté grotesque de tout ça fonctionne extrêmement bien. Thio. Tizak, on avait une petite discussion, je crois, sur Magical Girl Holy Shit ensemble, non? C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas, je crois que tu as pris à peu près une partie de mes arguments et on a tout ensemble. Donc, voilà, je n'irai pas écouter, en fait. On était bien raccord, en fait. Hein. Eh je vais être assez d'accord avec vous sur un point, c'est que j'ai peur qu'un tome 2 soit pas capable de faire ce qu'il y a dans le tome 1, parce que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au-delà du foutage de gueule, il y a un vrai côté analytique et une conscience de ce dont ça parle. C'est-à-dire qu'effectivement, la petite créature Miou, là, ça me fait penser à un truc que regarde ma fille en ce moment, Glitter Force, Doki Doki, enfin, tu vois, c'est... C'était très marrant, ça. Glitter Force. Mais comment c'est possible de laisser son enfant regarder quelque chose qui s'appelle Glitter Force? Des fois, tu sais, tu veux la paix. Des fois, tu veux la paix. Voilà. Et Glitter Force, tu as la paix. Voilà. Non, pied. On en reparlera, Thierry.
Ouais, on en reparlera plus tard. Bref, Ils ont fait l'arnaque dans une zone blanche. Hein. moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est super conscient. Ne serait-ce que de, par exemple, faire 2 fois le même plan en précisant plan japonais, plan américain. Donc en gros, le plan américain, c'est le gros plan sur le point qui éclate la gueule du monstre, et le plan japonais, c'est le gros plan au niveau de sous la culotte où on voit le monstre qui s'envole, quoi. Pour qu'on voit bien la culotte quand même aussi pendant que le monstre s'envole. Il y a toute cette conscience de ce genre-là. Elle se découvre qu'elle est à poil à chaque fois qu'elle se transforme. Oui, effectivement, les Magical Girls sont toujours à poil quand elles se transforment. Et elle trouve que c'est pas super cool quand même. Ce qui, quelque part, est pas faux non plus. Bref. Et à côté de ça, ça utilise les codes à donf, mais avec un dessin vachement trash. On reste sur quelque chose de super gras, qui a pas le côté clair qu'ont les histoires de Magical Girl, qui sont sur une ligne beaucoup plus claire au niveau manga. Donc j'ai trouvé ça très bien, mais après, si ça continue... en gros, là, il a fait les grosses lignes. C'est-à-dire que s'il continue, l'auteur, à critiquer les Magical Girls et à aller dans l'analyse du genre, je pense que je maîtrise pas assez le genre d'origine pour apprécier. Les grosses lignes, ouais, j'ai compris, c'est clin d'œil, etc. Plus loin, je suis pas sûr, effectivement, que j'arriverai à suivre et à comprendre toutes les blagues, en fait. Ce qui est possible de faire, c'est d'aller taper dans tout un tas d'autres styles et faire tout un tas d'autres clins d'œil et d'autres caricatures, d'autres types de mangas et de gros clichés. Mais bon, après, ça restera les mêmes ficelles, quoi. Ouais. Alors en fait, dans la suite, il développe son histoire, tout simplement, puisqu'il a quand même une histoire. Donc il s'amuse à développer un petit peu son histoire, à amener d'autres personnages, et effectivement, il continue avec les mêmes ficelles, avec les mêmes choses, puisque on a les jurés, on a, on a les gros méchants, donc il continue avec les mêmes ficelles. Et effectivement, de temps en temps, il s'amuse à faire des clins d'œil à d'autres genres, à d'autres mangas. Mais voilà, après, il s'amuse simplement à développer un peu son histoire. Par contre, là, je suis en retard de 2 ou 3 tomes, j'avoue. Je me suis arrêté au tome 5 ou 6 pour l'instant. Et étrangement, quand t'aimes lire du manga et ce genre de manga, en fait, tu continues à adhérer à l'histoire. Ok. Bon, donc c'était Magical Girl Holy Shit de Suryu chez Akata pour environ 8€. Et maintenant, il est temps pour nous de faire une petite pause pour vous parler d'argent. Mais avant de vous parler d'argent, on va d'abord remercier ceux qui nous en donnent. Parce que ce sont les gens qui comptent dans notre cœur. Parce que nous sommes des gens... Ouais, des gens qui aiment qu'on leur donne de l'argent. L'argent, ça nous a permis d'acheter ces jolis micros qui nous permettent de faire un live à distance. Voilà. Guillaume, lui, a piqué le micro dans son ancien boulot. Je voulais pas vendre, mais je suis désolé. Je l'ai pas piqué, on me l'a offert. Ouais, c'est ça. Bref, je voulais remercier Chevaude, Warloff, Tot, Stéphane, Cobal, Arnaud Doucet et Boob pour leur soutien à notre Tipeee, car nous avons un Tipeee qui nous permet d'acheter du matériel, de maintenir notre matériel, parce que au bout d'un moment il meurt à force d'être utilisé, même si en ce moment c'est pas trop ça. Mais quand on fait pas de podcast, notre Tipeee a l'avantage, c'est qu'on vous prend pas de sous. Vous nous donnez des sous que quand on publie, et vous pouvez même mettre un maximum par mois si vraiment vous avez peur qu'on se décide un jour à faire 30 émissions dans le mois, mais ça n'arrivera jamais. Enfin, ça n'arrivera jamais tant que nos enfants n'auront pas quitté la maison. Vous avez le temps. Bref, voilà. Merci à tous nos soutiens sur Tipeee. N'hésitez pas à y aller. C'est sur tipeee.com. Vous le trouverez assez facilement. Vous trouverez aussi les infos sur lavoidesbulles.fr où on met tous les liens. Vous pouvez donner 1€. Vous nous payez un café, quoi. C'est toujours cool. Et le jour où on aura le droit de un café au distributeur, parce qu'un café au café, pour l'instant, c'est mort. Mais plus tard. Hein. Voilà. Mais ou une bonne bière, on s'achètera des bières. Et puis vous pourrez peut-être nous permettre un jour de faire ce projet qu'on a depuis longtemps, qui est d'inviter des auteurs, de les faire venir exprès pour une émission, leur payer le resto et tout, être genre des hôtes vachement bien. Mais ça, c'est pas encore pour de suite, dirons-nous. Nous allons donc pouvoir passer à la suite avec un petit jingle pour changer. Et donc maintenant, nous allons entendre parler de Octofight.
Et Octofight, c'est moi qui vais en parler. Putain, je suis obligé de toucher au bouton pour régler les images, pour régler tout ça et de parler d'Octofight. Alors, je fais la transition et c'est parti. Mais de quoi nous parle Octofight ? Octofight, ça se passe dans le futur et on va suivre un futur où ils se sont retrouvés très emmerdés, c'est que les gens, ils vivent vieux. Et donc, pour lutter contre ce fléau qu'est la vieillesse, ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire une sorte de permis d'être vieux, et au bout d'un moment, on va te tuer, quoi, parce que t'es trop vieux et que tu coûtes trop cher à la société. Donc, voilà, ça a été mis en place, je crois, sous Mohamed Maréchal Le Pen, un truc comme ça. Enfin, un des présidents, bref. Ou avant. Bref, quoi qu'il en soit, on se retrouve avec des vieux qui se retrouvent emmerdés, parce que le problème, c'est qu'il y en a un qui fume, donc là, il commence à faire des choses qu'il ne devrait pas faire si vous voulez avoir le droit de vivre. Il perd son droit de vivre, et il décide de s'échapper. Et il va dans une zone où beaucoup de gens se sont isolés, et où sont organisés des combats de vieux qui sont rediffusés à la télé. Ce sont les Octofights. Et bien sûr, nous allons découvrir ce monde horrible, cette France hallucinante, pleine d'humour et de critique sociale, à laquelle on adhère ou pas. Mais comme je travaille à l'université, je suis un islamo-gauchiste et j'adhère. Octofight, j'ai commencé à le lire en me disant, mais qu'est-ce que ça va être ce truc ? Ça va être de l'histoire de vieux qui se tapent dessus. Ils vont nous faire une sorte de shonen du troisième âge, quatrième même, j'ai envie de dire. Et à aucun moment, ça va être fun, quoi. On va juste voir des vieux se taper, on va rigoler. Et en fait, j'ai été surpris au fil des 3 tomes de la profondeur de la critique sociale de cette BD, qui traite d'un réel problème, le vieillissement de la société, avec certes de l'humour, mais qui n'oublie pas que ce problème, il existe quoi qu'il arrive. Et aussi de lutte sociale. Je veux dire, tu vois les... Ah, tu sais quoi, le cri de guerre des militants, déjà, j'ai oublié. Leur cri, c'est François Bayrou, c'est ça Ouais. François Bayrou. C'est le commando François Bayrou. Rien que le nom, tu te dis, mais c'est quoi ce délire ? C'est nawak. Le président, c'est Mohamed Maréchal Le Pen. Tu sens qu'il y a un peu du foutage de gueule derrière. Et puis l'histoire de... Et il ressemble à Carlos. Enfin... ça part dans le nawak, mais à côté de ça, il y a une profondeur qui m'a laissé totalement sur le cul. C'est scénarisé par Nicolas Juncker, que j'avais bien aimé pour d'autres de ses bouquins. Je crois que c'est lui qui avait fait La Vierge et la Putain, d'ailleurs. Yep. Voilà. Et dessiné par Claudio Pacheco, que je connaissais pas du tout, qui a un style... Alors, sur les premiers tomes, j'ai trouvé que c'était un peu plus fin que sur le dernier, où on sent que de temps en temps, il doit aller un peu vite pour finir ses pages. Parce que les 3 tomes sont sortis très très vite derrière. C'est sur un petit format, un petit peu plus grand que du manga, un petit peu plus petit que du comics, avec une belle pagination, on va dire. Je sais pas, il doit y avoir 80 pages, je les ai pas sous les yeux là. Bref, voilà, mais ça marche. Ça a ce côté drôle, il y a de la caricature dans tous les sens. Quand tu vois le gars qui est un champion du déambulateur et qui s'est explosé des gueules avec, quoi. Voilà, c'est rigolo. Mais c'est pas que rigolo, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment excellent dans cette BD. Nous allons demander l'avis tiens, de Thierry. Oui, Thierry, tu as dû te muter. Oui, excusez-moi, je n'étais plus sur la bonne fenêtre. J'ai passé un super moment. Non, mais sérieusement. Les 3 tomes, je les ai enfilés comme des perles. C'est très, très rigolo. Ça dénonce tout. Et du coup, quand on finit, on est à moitié dépressif. Ouais, oui. C'est extrêmement réaliste. Donc, ça se fout de la gueule de tout et de tout le monde. Ça pastiche à mort. Mais ça sent tellement la réalité. Ça sonne tellement vrai que c'est une tristesse sans nom. Et donc c'est tout aussi drôle que c'est triste. Voilà. La galerie de personnages est pas trop étendue, mais suffisamment bien construite pour qu'elle serve le propos. Et, les différents petits rebondissements sont utilisés sont permis par les caractères des différents petits personnages. On suit principalement 2-3 personnages en réalité, et il y a une petite galerie autour.
qui permet d'enclencher un coup les commandos François Bayrou, un coup les flics. François Bayrou. François Bayrou. Donc voilà, bref, je trouve que c'est très 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 malin dans la construction. C'est un triptyque. Franchement, un manga en triptyque, c'est chouette aussi. Hein, on n'est peut-être pas obligé de faire des séries en 92 tomes. Ça réconcilie un petit peu avec le format, en tout cas pour ma part. Et voilà, donc c'est intelligent, mais peut-être un peu trop intelligent pour notre bonne santé mentale à nous. Peut-être en ce moment aussi. Thio. Alors pour ma santé mentale, c'est quand même plutôt bien passé. Après, je suis d'accord avec toi que sous le truc des fights de vieux, il y a quand même un discours voilà, qui, comme tu dis, c'est un peu, ça crée un petit malaise, on va dire, quand tu le lis, quand tu arrives au bout des 3 tomes, parce que on n'est pas si loin que ça peut-être d'une réalité qui pourrait être toute proche. C'est ça. Et je trouve que je vois ce croisement-là entre la fiction et la réalité, c'est là que tu as un petit peu le coup de maître, je trouve, dans Octofight, c'est que ça part d'une sorte de dinguerie au départ, et que finalement, la dinguerie, tu fais « Oh putain, merde ». Ouais, c'est la blague potage qui tourne à la vraie critique forte des... Ouais. Et peut-être à une solution qui pourrait être prise plus tard. Oui, peut-être, sait-on jamais. Voilà. Guillaume. Bah écoute, je sais pas, faudra que je le relise en fait, parce que j'ai lu les tomes, mais je les ai pas enfilés d'affilée, moi justement. J'avais beaucoup accroché au premier pour le côté justement décalé et critique humoristique, un peu trash. Et en fait, à un moment donné, je me suis perdu. J'ai fini par plus tellement adhérer aux 2 suivants, mais peut-être simplement parce que j'avais lu trop de choses entre temps, je sais pas. En tout cas, j'étais moins je saurais pas dire exactement pourquoi ce qui s'est passé, mais il y a un truc on s'est pas rencontré avec ces bouquins, je pense, et peut-être le côté un peu trop réaliste qui justement m'a mis tellement mal à l'aise alors que j'avais plutôt envie de me marrer, ou je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup accroché au premier, je l'ai beaucoup conseillé, et j'ai un peu moins adhéré au suivant. Voilà, bof en fait, pour l'instant bof. Eh bien, Guillaume, je crois que tu viens de faire quelque chose qu'on a tous fait un jour. Tu viens de briser un coup de cœur. Voilà, je le dis. C'est ta première fois. Quelqu'un Ça... qui arrive chez toi comme ça, qui te fout par terre l'ambiance, moi je trouve ça dommage. Voilà, non mais Ouais, je croyais qu'il fallait que 2 votes. ah non, fallait la majorité absolue. Donc. D'accord. Non, mais tu as le droit. L'idée, c'est que si on commence à gérer avec pas trop de votes, on sait qu'on va avoir que des coups de cœur. Le coup de cœur, il faut que ce soit vraiment quelque chose d'exceptionnel, quoi. Globalement, on parle toujours que de choses que au moins l'un de nous a aimé, ou qu'il a voulu aimer. Tu vois. Donc, globalement, on parle. C'est que des BD qui peuvent trouver leur public. Mais. Des fois, ça ne fonctionne pas avec tout le monde, et c'est le cas de Octofight qui n'a pas d'unanimité, mais qui reste un petit coup de cœur quand même. 3 sur 4, ça reste plutôt honnête. Hein, je sais pas ce qu'en pense Thio, parce que je lui ai pas demandé, mais je lui demande déjà. Moi, j'aurais pas forcément mis un coup de cœur, hein. J'ai passé un très bon moment, mais et je l'ai bien enfilé, comme je vous le disais, mais ça, voilà, la pilule, elle a un peu du mal à passer quand même à la fin pour moi. Bah, moi, c'est ça qui me fait justement ce qui me fait lui donner cet intérêt-là. D'ailleurs, petite anecdote, il y a une scène complète que je trouve presque inutile, voire qui dessert le scénar, mais qui a un truc de fan service, justement, pour reprendre les termes de Guillaume de tout à l'heure, sur l'assaut du Central 13 de Carpenter. Oui. Tu as toute une scène là où justement c'est les vieux qui attaquent le central le central de police. Bon, c'est super. Bon, la résolution est à contresens d'un des personnages qui est un petit peu curieux. Ça fait un peu la scène que le mec voulait absolument caser dans le bouquin, mais il savait pas trop où la mettre. Mais bon, voilà, c'était la petite anecdote pour le bouquin. Donc, Octofight de Nicolas Juncker et Claudio Pacheco, c'est chez Glénat, collection très étrange, pour le doux prix de 12,90€ le tome. Et nous allons maintenant passer à quelque chose d'autre, qui s'appelle Les Crocs, le tome 2 et le tome 3.
car nous avons fini cette série de Léa Mazet. Et c'est Thio qui va nous dire ce qu'il en a pensé en premier. Mais de quoi ça parle déjà? On en était où? Alors, nous étions donc avec... Excusez-moi, je replace juste... Voilà, ça y est, c'est fait. Je replaçais mon téléphone qui me montre Twitch, mais qui avait glissé en même temps. De quoi ça nous parle? En fait, on suit les aventures de Céline et Colin, qui sont des jumeaux, qui sont en fait les enfants des propriétaires des ponts funèbres de la ville. Ce qui fait que forcément à l'école, on les surnomme les croques. Voilà, parce que croque-mort. Donc, et grosso modo, c'est pas cool pour eux parce qu'ils sont pas vraiment très 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 bien acceptés. Et puis comme en fait ils s'en laissent pas trop compter, ils en démontrent aussi de temps en temps. Donc on va dire que c'est pas les plus populaires de l'école. Et du coup, ils se retrouvent à un moment donné expulsés de l'école pour quelques jours. Et donc, du coup, comme ils se font un peu suer, leurs parents leur trouvent des activités à faire dans le cimetière où ils travaillent, quoi. Et ils vont avoir une énigme à résoudre. Donc ça, c'était dans le tome 1. Cette énigme donc, qu'ils ont essayé de résoudre, ils ont fait une découverte macabre, on va dire, avec des bijoux volés, enfin des bijoux, on va dire, c'est pas ceux qui sont volés, mais après ils sont revenus là tout seuls. Il y a des bijoux, une trace de sang dans une... alors, la petite boîte où on met plein de cercueils. Vous avez le mot là, s'il vous plaît? Je l'ai pas. Le sanctuaire? Non. Je vous remercie. La crypte. Non, La crypte. désolé. La concession. Vous savez, le grand le sanctuaire, quoi, le truc. Mausolée, voilà. Oui, merci, Tizak. Donc, dans le mausolée. Moi, tu me dis sanctuaire, je pense à un truc avec des marches et des colonnes. Hein. Et des traces de sang. Ils sont allés voir leurs parents. Sauf que quand ils sont revenus, en fait, il y avait écrit en rouge sur le mur les zombies arrivent. Et du coup, leurs parents leur ont dit que voilà, c'était une très mauvaise blague, que profaner des sépultures, c'était pas un chouette jeu d'enfant. Et grosso modo, ils sont passés pour des petits cons. Oui. Et donc, surtout que c'est des gamins qui restent difficiles et que les parents ont beaucoup de mal à gérer. Hein. Voilà, c'est qu'ils les comprennent pas. Donc du coup, là, les parents se disent bon, tant pis, ça va être encore pire. Mais eux, parce que ces gamins-là, ils ont quand même une très 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 forte résilience. Ils se disent non, nous, on va aller jusqu'au bout et on va découvrir ce qu'il s'est passé. Et ils vont continuer leur enquête dans le tome 2. Et dans ce tome 2, on va avoir le sculpteur de pierre Poussin, qui était un petit peu leur pote et qui les a un petit peu aiguillés au début de leur enquête, disparaît. Donc du coup, ils pensent que c'est forcément, comme il disparaît, c'est lui le coupable. Donc on va les suivre dans cette enquête et jusqu'aux révélations du tome 3, que bien évidemment je ne vais pas vous donner pour pas vous spoiler la fin, vous divulgacher la fin de ce tome, de cette excellente trilogie. Donc trilogie qui a été faite par Léa Mazet, qu'on connaît principalement justement pour les crocs, qui a eu le tome 1 a eu plusieurs prix, dont le prix du Salon du Livre, le prix ACDBD en 2018, plus d'autres prix en cours de route. Qui fait ici, je trouve, un scénario qui est très bien mené, parce que tu mêles à la fois le frisson, l'enquête, il y a un petit peu de peur, un petit peu de côté drôle. C'est bien mené, je trouve. C'est vraiment super intéressant pour moi, je dirais pour la BD jeunesse. Je vois que Chavon aussi m'avait répondu Mausolée. Merci Chavon. Avec un dessin qui est vif, qui est un petit peu, on va dire, je pense, ce n'est pas péjoratif, mais je dirais un peu à la mode en ce moment, avec une colorisation qui est faite au crayon de couleur, et je trouve que ça déchire. C'est vraiment une atmosphère. La colorisation, ça nous donne sûrement des tons un peu froids, c'est normal parce qu'on est dans un cimetière, mais ça crée vraiment une super ambiance. Même du coup, quand on a aussi les scènes de nuit avec des torches ou quoi, du coup la couleur change. Enfin, je trouve que c'est vraiment super bien mené. Pour moi, je trouve que c'est une très très belle série en 3 bouquins. On m'a offert le tome 1 et c'est vrai que du coup pour le tome 2 et 3, j'ai su aller le plus vite possible dès qu'ils sont sortis. C'est vraiment un très beau dessin, un super travail, et ça m'a vraiment donné envie aussi de voir un petit peu les autres bouquins de Léa Mazet, et finalement ce qui est bien, parce qu'elle n'en a pas beaucoup pour l'instant. Qui ont aussi des très bonnes critiques. Hein. Donc Nora, qui est d'elle, et Erma, une vie d'ours. Elma, pardon, j'ai mal écrit. Elma, une vie d'ours, voilà. Franchement, je trouve que c'est un super bouquin.
Je l'avais vaguement croisé, Léa Mazet, à Saint-Malo quand j'y suis allé. Et elle venait de se choper le prix ACBD. Enfin, elle était un peu demandée dans tous les sens. Tu sentais que ça savait pas ce qui lui tombait sur la tête. Elle avait l'air un peu intimidée. Elle comprenait pas, mais c'était... Et ça m'a intrigué sans que je le dise. Et franchement, oui... je vais poursuivre. Oui, j'ai trouvé cette bande dessinée superbe aussi. Je me suis vraiment pris au jeu. C'est du polar pour enfants et du bon polar. Avec quelque chose qui est pas mal parce que on comprend quand même les parents qui eux ne comprennent pas leurs enfants, mais on essaie de se mettre à leur place, en tout cas en tant qu'adulte, et les parents sont pas méchants, ils font ce qu'ils peuvent et tu sens qu'ils galèrent quoi, et que toutes les infos qu'ils ont sous leurs yeux vont pas dans leur sens. Voilà, moi j'ai vraiment aussi adoré, c'était très très bien. Tizak, t'as pas lu les derniers, le troisième je crois, hein. Si, en fait, j'avais oublié si j'avais lu ou pas le deuxième, et j'ai lu le 2, et j'ai lu aussi le 3. Ouais, alors... Je suis un petit peu comme Mathieu concernant le dessin, où vraiment j'accroche énormément à ce qu'elle a produit, crayonné, tout ça. Après, au niveau du scénario, il y a plein de choses qui m'ont plu, mais j'ai été un petit peu gêné par certains éléments d'ambiance où on ne sait pas trop comment est-ce qu'on se positionne. Est-ce qu'on est encore dans quelque chose d'un peu enfantin et on a le droit à quelques exagérations? Par exemple, prendre la voiture, le camion, le machin et conduire sur la route. Ou alors est-ce qu'on est dans quelque chose de plus réaliste et où les adultes vous tombent sur le paletot et essayent quand même de vous trucider parce que vous mettez à mal leur petit business. Donc voilà, c'est des petits éléments comme ça qui, moi, m'ont un petit peu déplu. Encore une fois, c'est très personnel et peut-être que vous, quand vous l'avez lu, ça ne vous a pas embêté. Mais c'est les seuls éléments, on va dire, qui m'ont fait un petit peu sortir de la lecture et pour lesquels, Mathieu, je pense qu'il est peut-être partant pour un coup de cœur. Et moi, ça m'embête un petit peu parce que ça m'a fait un petit peu sortir du scénario, ce genre de choses. Ouais, mais c'est ce que tu retrouves sur, par exemple, tu vois, la dernière fois, on en parlait de Maman, j'ai raté l'avion, quoi. Justement, c'est les exagérations qui font que c'est aussi un truc d'enfant. Oui, je vois pas où est le souci, en fait. Je sais pas, il y a des éléments de caractère de personnages qui sont assez durs et qui font un peu plus réalistes. Et puis ces éléments-là qui font plus effectivement histoire d'enfant et où on s'autorise des écarts de conduite. Je sais pas, ça m'a fait un petit peu sortir. Après, ça enlève rien à tout le reste du scénario qui est bien ficelé, qui est bien monté. Il y a pas mal de rebondissements, un peu moins dans le 3, un peu plus dans le 2 de mémoire, mais c'est une très bonne série en 3 et c'est bien. Là, pour le coup, je trouve que 3 tomes, c'était le bon espace nécessaire pour développer l'intrigue. Eh bien, je crois que tu viens de tuer ce coup de cœur. C'était ton tour. Les Crocs, 3 tomes de Léa Mazet. Pardon. Aux éditions de la Gouttière pour 13,70 €, mais c'est pas grave. Ça restera dans nos cœurs. Tu vois, j'ai fait des signes du cœur avec les mains. Et je vais faire un autre signe te concernant. Et en fait, non, parce que on parle de trucs pour enfants aussi et que ça se fait pas ce genre de choses. Voilà, on va passer à la suite. Et j'ai changé ta tête, Thierry, mais je vais la remettre pour que tu nous parles du Veilleur de Brume, le tome 3, la conclusion de la saga. Sauf que ça, c'est moi, en fait, que t'as mis comme tête. Ouais, mais je viens de mettre la tête de Thierry. J'ai fait un changement en live, mais toi, t'as dû différer. Alors, mon cher Thierry. Alors déjà, ma tronche, vraiment, va falloir faire un truc. Hein. On a l'impression que T'es un Muppet. Vas-y, mais tu vois, c'est la tête. Ouais. T'as la tête qui va pile poil avec la tête. South Park, tu vois. Ouais, moi, je serais plutôt à South Park, en fait. Ils ont Zombieland, hein, ça fait un Canadien de South Park. C'est un Canadien de South Park. Voilà. C'est ça. Bon, alors revenons sur le Veilleur des Brumes. Ils ont tué Kenny. Bon, on y arrive. Donc, 3 tomes triptyques pour ce Veilleur des Brumes. Petit rappel, donc Pierre, c'est un cochon orphelin. Il est veilleur des brumes. Il a donc la lourde tâche de devoir veiller sur son village en repoussant des brumes qui sont mortelles, qui viennent par assaut, comme ça, comme des vagues, s'écraser sur un barrage que son papa a construit.
Donc dans le premier tome, il s'inquiète d'une énorme vague qui est en train d'arriver, etc., parce qu'il est en train de faire des recherches. Donc cette énorme vague de brume a endommagé le barrage, et il va partir avec ses amis à la recherche d'un moyen pour sauver le village. Et pendant ces pérégrinations, ils vont rencontrer d'autres villages, ce qui n'était pas du tout prévu, ce qui ne correspondait pas du tout avec ce qu'on leur avait toujours dit dans leur vie. Et donc, ils vont de découverte en découverte, et ils remettent un petit peu tout en cause. Et on arrive donc sur ce troisième tome où, là maintenant, ça fait un bon petit moment qu'ils ont quitté leur village de Val-de-l'Aube, et le temps presse de plus en plus, puisque les brumes vont attaquer la ville. Pierre, lui, continue un petit peu en solo sa quête de solution en suivant la piste du dieu Top. Et ce dieu Top, qui est vénéré par l'une des peuplades qu'ils ont croisées dans l'un des villages, ressemble quand même à s'y méprendre à son cher papa. Papa qui a disparu donc plusieurs années auparavant. Donc on est sur le dénouement de toute cette histoire, de tous ces fils qu'on nous a laissés traîner tout au long des 2 premiers tomes, et on va voir comment est-ce que Pierre va s'en sortir avec l'aide ou pas de ce fameux dieu Top, peut-être même contre ce dieu Top. Donc voilà, on est dans cette espèce de dénouement de situation. Donc, dans les 2 premiers tomes, on était sur l'amitié, l'entraide, ce genre de choses, plutôt donc dans les relations de copinage, beaucoup d'enquêtes également. Là, dans ce 3e tome, je trouve qu'on est beaucoup plus axé sur la famille, aussi bien la famille donc de Pierre, avec le relationnel avec son papa, l'éducation de son père, les souvenirs de son père, l'héritage de son père, etc. Mais aussi dans l'un des petits personnages un peu farfelus, la Vince. Ouais, Vince, dont, il est voilà, excellent. qui est quand même un personnage truculent, pour le moins, qui a une vie familiale extrêmement riche. Et alors qu'au départ, on a l'impression d'un simple fou du roi, on se rend compte que c'est un personnage qui a un cœur gros comme ça, et qui fait beaucoup pour donner de l'amour et se couper en 4 pour les gens qui l'aiment et qui l'apprécient autour de lui. Donc on est un petit peu plus sur sur ce relationnel familial. Et toujours dans le relationnel familial, on est aussi dans la relation donc au père et les failles de la parentalité, l'abnégation aussi. Donc et les notions de transmission et d'opposition et de construction de soi-même avec son héritage et contre son héritage. Voilà, donc je trouve que c'est un tome qui est l'air de rien sous des aspects très enfantins dans le dessin. Au niveau du propos est loin d'être enfantin et finalement par certains aspects est profond, mais parfois assez dur finalement. Donc c'est en opposition complète avec le style du dessin de Tsutsumi, qui là reste extrêmement coloré, extrêmement rond, enfantin, et très ancré aussi dans le monde de l'animation dont cette BD est issue. Oui, c'était un court-métrage à la base. Hein. C'est un court-métrage à la base, exactement. Et donc voilà, moi je me suis régalé, voilà, encore une fois, il y a parfois des hauts, parfois des bas, parfois on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller, mais globalement, ça se tient, c'est extrêmement riche. Et écoute, on arrive à trouver de l'optimisme au milieu de tout ça à la fin. Donc je trouve que c'est un triptyque qui est très bien construit scénaristiquement, qui prend de l'ampleur et de la profondeur. Et puis le dessin, moi, m'a laissé sur le cul de la première page du premier tome à la dernière page du 3e tome. C'est un vrai bonheur à feuilleter, à lire et à relire. Guillaume, est-ce que tu vas sortir ton arme? Est-ce que... Vas-y. Ton opinion. Ouais. Alors, écoute, en écoutant Thierry, je me rends compte que va peut-être falloir que je me relise un peu tout ça parce que mes souvenirs ne sont pas très vivaces. Mais alors, rapidement sur le dessin, ouais, du début à la fin, moi aussi, waouh.
c'est juste hyper prenant comme univers graphique. Tu te laisses embarquer, tu découvres plein de choses. Moi, je trouve ça génial. Au niveau graphique, c'était un vrai bonheur. Après, donc, je saurais plus rentrer dans les détails du nom des personnages parce que, bah voilà, ma lecture date un petit peu. Oui, alors Mais oui, ça, je garde un excellent souvenir de la série. juste un petit point, on a prévu cette émission avant le confinement. Et donc la plupart de ces BD là, on avait prévu de les chroniquer avant le confinement. Donc oui, elles sont pas forcément fraîches dans nos mémoires, hein. C'est juste pour prévenir un peu les auditeurs que voilà, c'est une vieille liste de BD qu'on vous a sorti là pour nous. Donc voilà, du coup, quand même, je reste sur un très bon souvenir de la série en général. Pour son histoire surprenante, qui t'embarque, tu te laisses bercer. Enfin voilà, c'est très bon souvenir. Je sais pas quoi dire de plus là, j'avoue, je suis un peu, ma mémoire est flanche un petit peu. Thio. Écoute, moi je veux dire, c'était un très bon début, un bon milieu, un bon début de 3e tome, mais en fait, j'ai pas aimé la fin. Alors, c'est comme on disait dans notre dernier live où on parlait de la fin justement de Walking Dead, c'est que toutes les fins ne peuvent pas plaire à tout le monde. Et clairement, en fait, celle-là, elle m'a fait suer parce que j'ai pas apprécié en fait cette fin-là. Mais je suis entièrement d'accord sur le dessin que je trouve splendide, clairement. Que toute la narration, elle est super bien menée, c'est super agréable. Il y a des personnages qui sont drôles, t'as de l'amitié, enfin non, franchement, tout est bien, sauf la fin. Mais ce n'est que mon avis. Mais tu vois, du coup, c'est pas celui de Thierry, qui lui a beaucoup apprécié en tout. Donc, voilà. Bah ouais, c'est toi qui C'est toi qui a dégainé cette fois-ci, effectivement. Moi non, j'ai beaucoup aimé. Graphiquement, c'est superbe. En plus, je vais juste parler d'un petit côté technique. Le papier est un très beau papier. L'ouvrage est de très belle facture. C'est Milan Jeunesse. Ils sont vraiment pas spécialisés vraiment en BD sur du bel album, il me semble. Mais en tout cas, celui-là, il est magnifique. Il y a des pages où il y a du noir, du blanc, mais juste du noir et du blanc et qui ont du sens pour le coup. Quand tu les regardes, tu te dis pas, mais c'est pour glander et se faire une page en noir, c'est trop facile. Moi, j'ai adoré. J'ai adhéré du début à la fin avec ce style graphique que je trouve fantastique. Un travail du numérique. C'est-à-dire que je vois pas comment est-ce qu'on aurait pu techniquement obtenir ce résultat-là autrement qu'avec des outils numériques. Mais ça n'a pas cette froideur qu'on a tendance à associer classiquement au numérique. C'est d'une beauté, d'une richesse. Voilà. Bon, donc moi j'avais adoré. Voilà. C'était donc Les Veilleurs de Brume de Robert Kondo et Dice Tsutsumi chez Milan Jeunesse pour 16,50 € le tome. Nous allons donc pouvoir passer à la dernière chronique de cet épisode. Nous allons parler du tome 6 de Aslak. Aslak est une série en 6 tomes, ça tombe bien, c'est le dernier, qui va nous faire suivre les fils d'un Skald. Le Skald, c'est le conteur chez les Vikings, car nous sommes chez les Vikings, où en fait le roi de leur clan en a marre des histoires du Skald, alors il le bute et il dit aux fils, bon maintenant vous vous cassez, et vous allez me chercher les meilleures histoires possibles, et vous revenez dans 1 an, sinon je bute votre petit frère et votre mère. Il est sympa le roi. Donc les deux frangins se cassent. Je recherche leur nom parce que vous le savez, je suis très très nul avec les noms des personnages. Nous avons donc Skeggi et Sligand. Sligand. Voilà. Et le petit frère qui lui en fait arrive à fuir le village pour les suivre. Les deux frères, très vite, tu te rends compte qu'il y en a un qui est un peu plus prêt à tout pour atteindre cet objectif. L'autre qui est un petit peu plus naïf. Et le gamin qui est forcément plus malin et débrouillard que les autres. Vont s'acoquiner chacun avec un groupe de personnes. Il y en a un qui se met avec un capitaine de Drakkar sanguinaire et méchant. Et l'autre qui se met avec c'est Skeggi. Roald le Born. Aucun lien de parenté. Et Sligand...
Lui, il se met sur l'Aslak, qui devient vite la propriété de Brunhilde, une guerrière balèze, et qui, pour une BD qui raconte des histoires de vikings, n'a pas de si gros sein que ça, ce qui est plutôt bien vu. Bref, ils finissent par trouver, dans les 5 tomes précédents, un livre, le livre qui serait à l'origine de toutes les histoires. Mais suite à une trahison, ils se retrouvent dans le monde du dessous, qui est régi par elle, la déesse des morts. Voilà, on la verra peut-être que vous avez pu voir dans le deuxième film Thor, sans doute, si vous vous souveniez pas. Bref, il se trouve là-dedans, une partie de l'équipage est en train de mourir et va se jeter dans les fosses des morts. Les autres essayent de trouver comment s'échapper de tout ça. Et ils trouvent l'aide d'un grand guerrier qui n'est autre qu'Héraclès. Donc, qui s'attendait pas vraiment à voir là. Et nous non plus, parce qu'on était dans des histoires de vikings, donc on s'attendait pas vraiment à voir Héraclès. Ils vont essayer de s'échapper, de retourner dans leur village pour sauver leur mère et lutter contre le méchant roi. Aslak est une série que j'ai beaucoup appréciée dans l'instant de la lecture. C'est une BD dont le dessin de Emmanuel Michalak m'a beaucoup plu, parce qu'il a ce côté, ce que j'ai déjà dit, gossinesque des Chevaliers du Ciel, je trouve, un peu plus moderne. Donc avec des personnages un peu caricaturaux, semi-réalistes, qui marchent bien, qu'on a envie d'apprécier, d'aimer ou de détester. L'histoire est prenante, il y a de l'humour, mais il y a aussi de l'action, c'est un vrai bonheur. Maintenant, je me rends compte, vu que ce tome-là, je l'ai lu il y a très longtemps, que j'ai beau avoir adoré le lire, j'en ai gardé rien. Et quelque part, je me dis, merde, est-ce une qualité ? C'est-à-dire, est-ce une BD que je vais pouvoir relire en prenant autant de plaisir que la première fois que je l'ai lu, vu que j'ai presque tout oublié, ou est-ce juste le signe que cette BD elle est pas si top que ça en fin de compte, alors que j'ai quand même souvenir au moment de la lecture de l'avoir adoré. J'ai vraiment le cul entre deux chaises. Je sais pas, je ne veux pas, je ne sais pas, mais je reste planté là. Mais je vais demander à Thio de revenir me soutenir pour me donner son avis. Alors déjà, il faut quand même se dire que le premier tome, c'était il y a 9 ans. Enfin, 10 ans maintenant même, on peut dire. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal. Ouais. Voilà, le premier tome, c'était il y a 10 ans. Et tu vois d'ailleurs que le dessin a quand même grandement changé entre la première couverture et la dernière couverture. Le trait de crayon c'est affiné, on va dire. Je trouve un peu plus fin. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que dans les grandes lignes, j'ai l'histoire dans ma tête, mais je me souviens pas exactement de tous les détails. C'est vrai. Mais c'est une série, je trouve, qui me laisse un bon souvenir et vers laquelle, comme tu dis, je reviendrai sans aucun doute. Tu vois, pour le relire de temps en temps, à la manière d'un petit Landfust. Ça reste la bonne série à lire pour passer un petit moment un peu d'heroic fantasy, quoi, les familles qui te fait le truc bien, quoi, qui te met à l'aise. Une bonne série, moi, Slack. Je regrette pas le long trajet qui a pris ces 10 années, mais c'est vrai, ça laisse pas trop de souvenirs dans ma tête. Et qui est encore dans la collection Terre de légende de chez Delcourt, qui a donné quelques chefs-d'œuvre de l'heroic fantasy à l'époque. Voilà, donc voilà, peut-être que quand j'aurai vieilli, que je reviendrai sur les BD que j'ai déjà lus, donc quand j'aurai fini ma pile, je reviendrai vers cette BD la larme à l'œil en me disant mais qu'ai-je été bête de ne pas me rendre compte du génie de cette œuvre. C'est de Fred Wettens, de Hub et Emmanuel Michalak chez Delcourt, 14,50€ le tome. Et nous allons toujours utiliser nos vieux jingles pour passer à cette suite qui n'en finit pas. Express. Ce n'est pas du tout un express, mais ce n'est pas grave, il fallait que je mette un jingle. Et nous allons donc vous parler du XVIe siècle.
Des 4 coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Ouh, j'en ai des frissons à le dire. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Les mystérieuses cités d'or. Ouais, frisson, hein. Ouais. Frisson, tu l'as dit. Ouais. Une Ah, ça fait série. peur, hein. C'est une série de 78, si je me souviens bien, 79 dans ces eaux-là. Co-créée par Jean Chalopin et Bernard Derriès, avec une collaboration japonaise à l'époque, qui avait amené d'autres choses comme Ulysse 31. Je dis au revoir à Chevonne pour le coup, qui nous quitte. Mais au fait, c'est 82 hein, la première série. Hein. 82, bah tu vois, j'étais pas loin. Peut-être que Ouais. le projet date de 78 et que c'est sorti en 82. Enfin bon, ça fait quand même voilà 30. Comme le mec qui se raccroche aux branches. Quoi. Oui, Non, mais le totalement. projet, en fait, le premier Ouais. truc sur un papier, c'était là. Bref, première saison de 39 épisodes avec un dessin qui a un peu vieilli et qui pour moi a toujours été la série que j'adorais gamin, même si en fait je comprenais pas trop ce qui se passait parce que vous savez c'était cette époque où quand on commençait une série on n'était pas sûr de voir l'épisode d'après et quand on nous disait à table pendant un épisode et ben on pouvait pas mettre pause pour regarder la fin plus tard. C'était une autre époque. Suivre une série était très difficile. Et donc par pure vengeance, quand j'ai dû quitter le foyer avec mon frangin et un pote, on s'est regardé l'intégrale. On avait la vingtaine, hein. Donc voilà. Et on s'est dit putain, mais qu'est-ce que ça a super bien vieilli en fait. Et puis un jour, je crois début 2000, 2003 dans ces eaux-là, ils se disent hey, une suite est prévue. Parce que il faut l'avouer, la fin de cette 3e saison était un peu abrupte, les adultes se cassent, les enfants partent chercher les autres cités d'or, parce que la série c'est les mystérieuses cités d'or, ils en trouvent qu'une dans la série. Et voilà. 2e saison qui arrive, et qui commence vraiment dans la transition totale, c'est-à-dire que c'est la suite directe de l'épisode 39. 2 épisodes qui se passent en Espagne, où les gamins vont chercher Mendoza, les adultes, pour les aider à trouver les autres cités d'or, parce qu'il y a une énigme qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et là, la grande difficulté pour les auteurs, c'est de réussir à recréer ce qui nous avait plu dans la première série, ce qui leur avait plu à eux aussi, parce que eux aussi étaient enfants quand c'est sorti. Et la plupart d'entre eux, quand on leur a dit vous allez bosser sur la Cité d'Or, ils ont dû avoir les poils qui se sont mis à frissonner, qu'ils en pouvaient plus, tu vois, la chair de poule de la mort, parce que c'est un dessin animé mythique. Les rageux ont beaucoup parlé de l'aspect animation 3D, parce que c'est de la 3D, parce que c'est comme ça qu'on fait des dessins animés pour un budget raisonnable à l'heure actuelle. Mais c'était un peu des rageux, parce que pour avoir revu les 39 premiers épisodes il y a peu, ouais, t'as un peu de moins bien, mais t'as quand même beaucoup de mieux. La mise en scène est vachement plus dynamique, l'action est vachement mieux menée. En plus, ça a été réécrit récemment, donc ils te recréer un peu les personnages pour les remettre un peu plus dans leur temps. Zia, c'était un peu la jeune fille qui passait son temps à se faire enlever. C'est plus le cas. Les garçons commencent à avoir des mauvais côtés qui ressortent aussi, alors que c'était pas trop le cas derrière. Mendoza n'est plus personnage ambigu qu'il y avait, mais c'est là le génie des scénaristes. Ils nous rajoutent des personnages ambigus, des personnages où on ne sait pas trop. Il y a des mystères. Il y a un grand méchant qui apparaît dès le début aussi. Et là, tu fais un grand méchant, il n'y en avait pas vraiment derrière. Et puis, il raccroche tous les morceaux. Ils te rebalancent les Olmecs, ils t'expliquent toute l'origine, ils te font des trucs où tu dis merde, mais j'ai toujours cru que, mais en fait non. Et ils te font voyager. Parce que dans la 2e saison, donc si je me souviens bien, ils se font un tour en Asie principalement, donc c'est Chine et Japon. Dans la 3e saison, ils se font l'Inde et l'Arabie, tout ce qui est côté pays arabes. Et dans la 4e saison, ils se retrouvent en Afrique et en France. Mais par un petit procédé assez intelligent et intéressant. Une sorte de porte des étoiles, on va dire.
Me dis pas que tu n'y as pas C'est ça. pensé. Bref, il faut donner une chance aux Cités d'Or que ma fille a adoré, que ma plus jeune fille a adoré, qu'elle veut se déguiser en Laguerra tout le temps maintenant, parce qu'elle adore. Un personnage, un des meilleurs personnages de la série, je trouve. Avec plein de finesse sur l'écriture, plein de belles choses, et une vraie passion, je trouve, pour les gens qui ont travaillé dessus, de la série originale, et qui l'ont merveilleusement respecté. Tio. Après ce long monologue Après ce très long monologue de ta part, je dirais que oui. Là, nous, on les a vus avec mon fils. On a un peu dévoré, on va dire, la saison 3 et 4. Et je suis content en fait d'avoir vécu ce moment-là avec lui, tu vois, on a re-regardé la saison 1 ensemble, du coup lui ça lui a vachement plu, après on a regardé la saison 2. J'avais très peur que les premières saisons leur plaisent pas, hein, moi, parce que ça a pris un coup de vieux quand même. Du coup, ouais, mais l'air de rien, t'as toujours la musique qui le fait kiffer, et puis le côté Mendoza qui du coup il savait pas si c'était un méchant ou un gentil. Ouais. Oui, maintenant il sait, c'est bon. Bah oui, non, mais et ça, tout ça, ça fait plaisir déjà, c'est la saison 1. Après, le méchant de la saison 2, donc Zarès, il est top. Là aussi, personnage qui est mystérieux, tu sais pas, il est super puissant. Ouais, et puis il porte le même costume que des personnages qui sont plutôt des gentils, donc tu sais pas trop. Non, voilà, c'est vraiment super bien mené, et oui, 30 ans après, d'avoir vu, de vivre la fin des Cités d'Or. C'était un moment où il était avec mon fils assez ému en fait devant la télé, et j'ai trouvé ça top en fait. Voilà, et on vous... Alors, question. Oui. Vas-y. Juste pour raccrocher les wagons, puisque moi aussi j'ai vu ça quand j'étais môme. Vous parlez des saisons 1 à 4. La saison 1, c'est celle qu'on avait quand on était môme, et ensuite ils ont fait 2, 3, 4. C'est ça. Ok. Voilà, ils ont vraiment fait la continuité. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit on va faire un reboot, un remake ou quoi que ce soit. Ils se sont dit on va pas refaire ce qui a été fait, c'était bien, on va faire une suite. Et je trouve ça plutôt couillu et intelligent. Du coup, est-ce que du coup il y a quand même moins de destruction du patrimoine mondial? Parce que c'était quand même une des spécialités des 3 gamins. Alors, c'est expliqué. En fait, ils ne détruisent pas. Les cités se referment. Ah bon, parce que moi j'ai souvenir de tous les bâtiments qui sont écroulés chacune de leurs frasques dans les différents épisodes avant la première Cité d'Or. T'as pas mal de destruction, etc. Mais oui, je suis d'accord. Mais ça reste quand même plus moderne aussi dans le propos. Il y a toujours les reportages à la fin d'ailleurs. Ils ont gardé ça. Ce qui est plutôt pas mal. C'est toujours aussi glauque. Parce que je me souviens d'être tombé sur un quand j'étais gamin, sérieux, il parlait des sacrifices humains, c'était un peu tendu, quoi. Ouais, celui-là aussi, je l'ai en mémoire. D'ailleurs, l'une des images existait systématiquement dans le générique. Ouais. C'est toujours aussi glauque, un peu moins. Je pense que le propos est un peu. Disons que on représente plus maintenant la violence comme on l'a représentait à l'époque. Elle existe, elle est là, elle est souvent hors champ, mais elle est présente. Un petit teasing, on compte avec Thio faire une émission spéciale avec nos enfants, une sorte de canaille BD HS, où on essaiera de confronter la vie de vieux de 40 ans et la vie de gamins de 11 ans de même pas 11 ans, 8 ans. Tu vois, je l'ai dit. Alors, je te rappelle, 9 ans, nos 9 enfants ans, ils vont avoir cette année. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, mais ils n'en sont pas encore là. Hein, ça vieillit trop vite. Très grand dans leur tête, c'est pour ça. Voilà. Mais c'est pour confronter par rapport aux Cités d'Or. Ouais. Pour qu'ils nous donnent leur opinion, parce que c'est rigolo de voir comme ils sont tombés dans les pièges dans lesquels on est tombé, et puis ils sont tombés dans des pièges en même temps que nous aussi, après, dans la série. Et ça, c'est vachement cool. Très belle expérience. Voilà. Bon. Je recommande. Franchement, si toi tu étais fan des Cités d'Or, ça vaut le coup d'être vu. Ben, vous avez moyen de me prêter les saisons 2 à 4? J'ai un moyen de te prêter ça via mes cousins de l'internet. Voilà. Ça marche. Ils sont trop forts, ces cousins. J'en ai partout dans le monde. Voilà.
Bien sûr merci de nous avoir suivis pour cette émission. Si vous êtes dans le live, ne nous quittez pas, nous revenons très très vite pour un deuxième enregistrement. Puis si vous nous quittez, vous pourrez toujours écouter ces épisodes sur lavoidesbulles.fr et puis sur YouTube si je trouve le courage de les mettre dessus. C'était pour moi un plaisir de revenir dans ce live qui s'est pas si mal passé pour un live à distance. On n'a pas trop l'habitude, hein, voilà. On a dû siroter nos bières en solo, c'est un peu triste, mais c'est ainsi que va le monde. Vous pouvez nous retrouver sur lavoidesbulles.fr. Guillaume, si vous faites un tour du côté d'Aix à la Bédérie, n'oubliez pas que Guillaume fait un travail essentiel maintenant. Il faut le savoir. Et je trouve ça aussi important parce que Guillaume est un être essentiel pour mon banquier, qu'il aime beaucoup. Voilà. Je sais pas. Il y a une sorte de truc comme marrant, ça. J'ai pas le même retour de tout le monde là-dessus. Hein. Ouais, c'est fou. Bon, bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, un nouveau Day Club, où nous vous parlerons de plein de bandes dessinées. Ciao, et puis, à très bientôt. Bye bye les gens. Ciao. Salut. À bientôt. Ouais, là j'ai lancé le générique de fin super tard, et donc il va durer super longtemps. C'est vrai que ce générique, il est un peu long quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. On pourrait se raconter des trucs dessus, des anecdotes, histoire de faire durer un peu. Je te dirais en fait que ce qui est pas le plus long, c'est pas le générique qui est le plus long, ça a été l'émission en entier en fait. Ah ouais, on a fait une belle émission. Je pensais vraiment qu'on aurait fait plus court. Voilà. Bah là, tu vois, ça fait un petit bonus pendant le générique de fin. On va se faire un after à la Marvel. Voilà. Autant si on tient jusqu'à minuit, il y a le Vendavision qui est sorti. Ouais, on pourra se manger un shawarma, c'est ça ?